Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voulais étendre un peu, voire même beaucoup. On va vraiment prendre le temps, ça va peut-être monter dans les 2 heures. Je voulais expliquer le concept de trou noir financier dont j'ai parlé dans mon livre indirectement, mais en fait, il est plus pertinent que ce que je lui ai laissé comme temps. C'est juste que j'avais déjà tellement tartiné sur l'économie. Et pourtant, il faut vraiment comprendre un peu de la totalité du truc. Donc, qu'est-ce que c'est que euh, le trou noir financier? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Un trou noir, c'est quand vous avez un objet d'une masse absolument exceptionnelle qui tient sur un tout petit espace et qui finit par sa gravité par aspirer absolument tout et le comprimer. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir financier? On va le voir, mais gardez en tête l'image du trou noir, elle est vraiment bien adaptée. Donc déjà, on va juste très brièvement résumer ce qui a été la, si j'ose dire, l'évolution de la puissance, disons des abus financiers, en fait même, on peut pas parler de puissance, l'évolution des abus financiers de l'Empire américain depuis ses débuts, parce que c'est eux qui ont fait le trou noir, et c'est eux qui en sont encore aujourd'hui, euh, non seulement les géniteurs, mais surtout les orchestrateurs permanents, et qui n'arrêtent pas de le renforcer. Donc très brièvement, vous avez 3 étapes. Vous avez tout ce qui, pour faire très simple, commence en 1971 jusqu'aux années 80. Vous avez des années 80 jusqu'à 2008 et vous avez après 2008. En 71, l'Amérique quitte le standard or. Ils deviennent une puissance d'abus financiers parce que ils peuvent imprimer le dollar. En temps normal, ça créerait juste de l'inflation que d'imprimer de l'argent et donc ça appauvrirait leur économie, mais ça donnerait un pouvoir financier exceptionnel au gouvernement américain. Le problème, c'est que l'impression de pognon, quand vous êtes la monnaie de réserve globale, ce n'est pas vous qui payez l'inflation, mais le monde entier, ce qui est exactement ce qui va se passer avec l'Empire américain. Ça va créer une situation de stagflation, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre un point où ils n'arrêtent pas d'imprimer du pognon, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, mais objectivement, ils n'arrivent plus du tout à faire évoluer leur économie autant que ceux qu'ils dépensent comme pognon. Ça, c'est une situation qui sera atteinte vers à peu près 76 et qui va perdurer jusqu'à Reagan, jusqu'aux années 80 et surtout jusqu'à Paul Volcker, qui va prendre le contrôle de la Fed et qui va arrêter l'impression de pognon direct et annuler une grande partie de l'argent qui a été imprimé en diminuant la masse monétaire. Bon. Ça, c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie, c'est que si simplement vous arrêtez l'impression de pognon et que vous dites la Fed ne deviendra plus le faiseur de pluie d'argent sur tout le monde, ben l'Amérique revient à son problème pré-71, qui est qu'ils n'ont pas l'argent de leurs ambitions. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle la financiarisation. La financiarisation, c'est en même temps que Volcker remonte les taux d'intérêt et arrête d'imprimer de l'argent à l'infini, Reagan libéralise les banques, ce qui est une façon polie de dire imprimer du pognon aussi, et les banques privées se mettent à imprimer du pognon. En sachant bien sûr que si une banque privée se met à imprimer plein de pognon et à faire n'importe quoi avec, d'une façon ou d'une autre, la Fed viendra les sauver. Mais, à la rigueur, l'idée de base n'est même pas tant de les sauver par la Fed ou pas, c'est de comprendre qu'on passe d'une impression d'argent, donc d'une augmentation de la masse monétaire en dollars public, donc par la Fed, à privé, donc par les banques privées. Et ça n'est pas un système anodin, parce que les banques privées vont pas simplement imprimer du pognon et le donner au gouvernement. Il va se passer une division, si j'ose dire, des tâches, où d'un côté, les banques privées vont imprimer du pognon et le prêter à des entreprises dont elles pensent qu'elles vont rapporter un profit pour pouvoir payer les intérêts des prêts aux banques. Pour citer l'exemple ultime de l'époque, vous prenez ce qui est sans conteste pour moi le golden boy ultime de l'année, c'est la technologie et particulièrement une entreprise comme Microsoft. Je prends Microsoft comme exemple, hein, j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'aime beaucoup Microsoft, je trouve qu'ils sont parfaits là-dessus. Dans les années 80, vous allez avoir Microsoft qui va commencer à faire ce qu'ils veulent faire
en termes de croissance, ils vont avoir des montées exceptionnelles et ils vont toujours avoir autant d'argent qu'ils veulent de la part des banques, parce que pour la banque, c'est on leur prête à 5-10%, ça rapporte beaucoup d'argent, et eux, ils ont une croissance de quelque chose comme 15, 20, 30% par an. Donc évidemment, tout le monde y gagne. Sauf que, puisque vous imprimez quand même du pognon, les prix, si j'ose dire, auxquels peut vendre Microsoft, sont aussi en augmentation constante. C'est-à-dire, pour dire autrement, jamais Microsoft ou compagnie équivalente, Apple ou autre, ne va être mis dans une situation où on va leur dire, bah en fait, j'ai besoin que ça soit moins cher. Parce que, pour dire comme ça, le scénario standard, c'est on lance un nouveau produit, le produit a un certain succès, on lui colle un certain prix pour qu'il continue à se vendre, très bien. Mettons qu'à un moment, on vous dise, ben, l'argent que vous faites, ça n'est pas assez pour pouvoir réaliser vos ambitions, pour pouvoir augmenter autant qu'avant. Ben, là, vous empruntez, et vous empruntez, et vous empruntez. Et vous empruntez toujours plus que ce que la concurrence peut emprunter, jusqu'à ce que vous ayez atteint une situation de monopole qui est complètement écrasante, ce qui est exactement ce que fera Microsoft dans les années 80. Donc, vous avez cette espèce de moment, si j'ose dire, où on a la continuation de l'impression infinie de fric, mais cette continuation se fait à travers l'idée que les entreprises privées vont rapporter plus que ce qu'on va leur prêter. Sauf que, évidemment, c'est le contre-coup aussi, c'est que si jamais ces entreprises venaient d'une façon ou d'une autre à ne pas pouvoir répondre, je reprends l'exemple de Microsoft, mettons que vous prêtiez avec 5% de taux d'intérêt à Microsoft, ils prennent le prêt, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut qu'ils aient au moins 5% de croissance pour rembourser. Allez, sinon, c'est pas viable. Ce qui veut dire qu'on rentre en fait dans un système où la banque permet aux entreprises de croître, mais s'attend à ce qu'il y ait un retour plus fort que ce qu'ils ont mis. Ce qui en soi semble logique, mais il faut bien comprendre que c'est une obligation, pas un choix. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système d'endettement permanent, à peu près toutes les entreprises, où il faut nécessairement que les entreprises rapportent plus que ce qu'elles ont pris comme prêt plus les intérêts. Ce qui veut dire que la pression, entre guillemets, fiscale, en l'occurrence celle des intérêts, va amener les entreprises à être en obligation de faire du profit plus haut que non seulement 1%, 2%, c'est-à-dire qu'on passe dans l'idéal économique, une entreprise qui fait 1% de bénéfice, c'est quand même 1% de bénéfice, une entreprise qui est viable. Là, on passe de 1% de bénéfice pour être viable à 1%, non pas de ce que tu dépenses, mais 1% de ce qu'on t'a prêté plus les intérêts. Ça met une certaine pression dans les grandes entreprises, ce qui en soi est pas grave tant que les choses vont très bien, mais il faut garder ça dans un coin de la tête. Et l'autre aspect, c'est qu'au lieu de simplement imprimer du pognon pour régler les problèmes de l'État américain, les banques vont aussi prêter à l'État américain avec aussi l'intention que l'État américain leur rapporte plus. Là aussi, il faut intéresser, si j'ose dire, les banques, il faut rapporter du profit, ce qui fait que les bons du trésor vont coûter de plus en plus cher, que les intérêts vont de plus en plus haut, etc., etc. Bon. Mais à la rigueur. Ça, c'est la situation au début des années 80. Et ça, c'est quelque chose qui va durer jusqu'en 2008, où on va avoir en fait la fusion des deux, parce que le système casse complètement en 2008, et définitivement. Et là, on se retrouve avec les banques qui continuent de faire des produits financiers, qui continuent de faire des placements, qui continuent d'attendre un retour plus les intérêts. Et quand les retours ne viennent pas et que le système va complètement casser parce qu'on n'est plus capable de répondre aux demandes permanentes des banques, on a la Fed qui dit juste, ben, je vais imprimer encore plus de pognon pour renflouer les banques, pour rembourser ceci, pour acheter des bons, des titres, ce que vous voulez qui ont été faits par le système financier. Bref, j'imprime du pognon directement pour faire continuer le truc. Ça, c'est les 3 phases de la destruction des économies occidentales. Vous imprimez du pognon, vous créez de l'inflation. Vous passez l'impression de pognon à des acteurs privés. Puis, ces acteurs privés étant intéressés, la pression se fait autrement. Ça se fait sur les entreprises, ça se fait sur l'immobilier, ça se fait sur tout ce que les entreprises cotées en bourse peuvent bien, d'une façon ou d'une autre, finir par créer. Et ça va continuer, si j'ose dire, ça va continuer jusqu'en 2008, où au final le système devrait s'arrêter. Le système a atteint la fin de ce qu'il peut tolérer. Et pourtant, il continue quand même. Donc on arrive
dans ces 3 grandes étapes dans le bouquin, et je n'ai pas vraiment détaillé exactement comment marche le trou noir financier. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à la situation post-2008 où en fait, vous travaillez pour rien, vous n'avez plus aucune capacité de croissance, vous n'avez plus aucune raison en fait de jouer avec le système parce que le système va toujours vous voler tout ce que vous avez créé. Eh ben, on va refaire la même histoire, mais cette fois-ci dans le détail. On va commencer par la première pierre, je veux dire le premier gros morceau du trou noir financier, qui est le pétrodollar lui-même. Donc on remonte en 73. En 71, vous avez le dollar qui devient une monnaie fiat. En 73, les gens commencent à dire « Ah, bah du coup, votre monnaie, ça devient de la monnaie de singe, du coup, on n'est pas très content. » Et les premiers à le dire, ce sont les Arabes. Il y a l'excuse de la guerre du Kippour, tout ça, oui, oh là là, vous avez soutenu Israël. Je peux vous garantir que les Américains ont soutenu Israël de 1948 jusqu'à 1973, les Arabes se sont pas révoltés. Par contre, quand ils ont commencé à voir qu'autrefois, ils pouvaient recevoir, je ne sais pas, on va dire $50 le baril, et que pour $50 le baril, ils pouvaient acheter X, et qu'ensuite, pour $50 le baril, en 71-72, tout d'un coup, le X, bah, ils en avaient seulement le tiers. Mettons, vous vendiez 100 barils, vous pouviez acheter une voiture, puis c'est devenu, fallait vendre 300 barils pour acheter la même voiture. C'est là que les Arabes se sont tous mis d'accord pour dire, ils sont en train de nous baiser là. Voilà. Donc ils ont dit, on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Kissinger va, en gros en Arabie Saoudite, mais c'était plus ou moins les chefs de l'OPEP, vu que c'était le plus gros exportateur, et il dit, en fait, on n'est pas gêné que vous augmentiez le prix du baril. On n'est pas gêné du tout. Augmentez-le et même maintenez-le. Parce que je rappelle que la crise entre guillemets du Kippour, c'était genre 73-74. Après ça, le prix du baril aurait dû redescendre au niveau auquel il était avant. Or, pourquoi est-ce qu'il n'est pas redescendu? Parce que l'autre aspect de l'accord du pétrodollar, c'était garder les prix du baril hauts, et le bénéfice que vous ferez sur votre pétrole, qui sera désormais 3-4 fois plus cher qu'avant, réinvestissez-le dans les bons du Trésor américain. En clair, Kissinger est allé voir les Arabes, il leur a dit « Vous n'êtes pas content du fait qu'en fait le dollar vaille 3 fois moins qu'avant, eh ben vous n'avez qu'à rendre le prix du pétrole 3 fois plus cher, comme ça pour vous c'est la même chose, et tout le bénéfice que vous allez faire, vous allez vous en mettre plein les poches. » C'est pour ça que les Arabes ont commencé à devenir très riches à partir des années 70. Parce que l'Arabie Saoudite, c'était pas exactement... c'était pas l'espèce de pays bourré de luxe, le Qatar, Dubaï, ce genre de truc, ça n'existait pas à l'époque. Ça a été créé par le pétrodollar. Mais les Arabes prenaient, pour faire simple, la moitié de l'argent qu'ils récupéraient en augmentant le prix du pétrole, et mettaient l'autre moitié dans les bons du Trésor américain. Sauf que ceux qui payaient le pétrole, c'était tous les citoyens américains qui utilisaient du pétrole, ça c'est vrai, mais c'était aussi tous les Européens, c'était tous les Africains, c'était l'Asie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez souvent des aberrations comme ça, c'est, vous allez dans des pays arabes, même des pays qui ne sont pas pétroliers comme l'Égypte, et vous regardez le prix à la pompe, et c'est, littéralement, c'est genre 10 centimes, vous payez l'équivalent de 3 euros pour complètement remplir votre voiture d'essence. Qu'en France, ça vous en coûterait 60. Oui, je sais, j'ai pas une très grande voiture, ça me coûte que 60. J'ai de la chance, entre guillemets. Mais c'est le but. La première taxe fondamentale de l'Empire américain quand il a commencé à frauder, ça a été le pétrole. Ça a été de dire, vous allez faire payer le pétrole 3 fois plus cher, et vous allez investir la moitié du pognon, je ne sais combien, dans les bons du Trésor américain. Tout le monde payait 3 fois plus cher pour son pétrole, tout le monde était beaucoup plus pauvre, mais les Arabes pouvaient se remplir les fouilles, donc ils étaient tout à fait contents de l'accord. Les Américains, même si le peuple américain payait beaucoup plus cher pour son pétrole,
le gouvernement américain compensait en se faisant remplir les poches par l'argent directement tiré de la manne du pétrole, et les autres, ceux qui n'avaient pas l'argent de la manne du pétrole, bah, ils allaient se faire foutre. C'est comme ça qu'arrivait, si j'ose dire, la première pierre. Et il faut vraiment se replacer dans le contexte une seconde. On peut même le faire en France. C'est un bon cas parce que justement, on a eu Giscard en 74. Entre 58 et 74, la France était aux mains des gaullistes et de Pompidou. Pour faire très simple, c'était le gaullisme éco plus. Bon. Quand Giscard arrive à l'élection de 73-74, il est face à Mitterrand. Mitterrand est là en mode oui, le changement, la gauche, le progrès, tout ça. Et Giscard, en gros, arrive à le battre parce qu'il était juste meilleur que lui, mais surtout, il le bat sur l'idée qu'il va rendre la France plus moderne. Il parle d'informatiser, il parle d'automatiser, il parle de construire plus, il parle de simplifier les procédures administratives, en fait de sortir la France de son côté un petit peu pays européen vieillot et d'en faire un truc jeune, dynamique, comme l'Amérique. En 73, vous avez l'installation du pétrodollar. Tout le monde paye 3 fois plus cher. Tout le monde continuera de payer 3 fois plus cher jusqu'à aujourd'hui, même beaucoup plus. Et Giscard, il se fait élire en 74. Il était censé moderniser la France, la rendre plus économiquement compétitive, simplifier les choses, faire en sorte que tout aille mieux. Il se retrouve avec une crise économique énorme parce que toutes les sociétés, mettons, vous prenez un business quelconque, on va dire un truc genre une simple coopérative fermière quelconque. Mettons que vous êtes en milieu des années 70, vous avez un paquet de routes un peu bof, avec des estafettes années 70 qui viennent transporter des trucs de la ferme, j'entends. Vous prenez un petit pays fermier comme ça, où tout le monde est en estafette, où il faut amener, transporter les produits en ville, pour les vendre, au marché. Si vous dites au Pégu, en fait, avant, pour aller en ville, ça te prenait 1 heure, et ça te coûtait 30 centimes d'essence, et que là, vous leur dites, maintenant, ça va pas te prendre 30 centimes d'essence, mais ça va te prendre 1 euro entier, parce que les prix ont triplé. À chaque fois qu'il doit faire ça, il faut qu'il compte 1 euro, enfin, ça aurait été en francs, mais peu importe. Et ben le type, qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas, ah, bah du coup, je vais juste avaler la perte. Parce que pour la plupart, ils peuvent pas. Les paysans sont pas si bien payés que ça. Donc il lui reste 2 solutions. La première solution, c'est de dire, ben, j'y vais, on va dire, 3 fois par semaine. J'allais au marché 3 fois par semaine avec mon estafette. Je ne peux plus y aller 3 fois par semaine avec ces prix du pétrole. Bah du coup, il n'y va qu'une fois. Ceux qui ne pouvaient y aller qu'une fois, parce que sinon ça coûtait déjà trop cher, là, ils y vont plus du tout. Donc ils perdent leur travail, tout simplement. Ils sont obligés de vendre la ferme ou de casser quelque chose, soit revendre la ferme, soit arrêter de faire certaines affaires, soit d'une façon ou d'une autre, ils sont obligés d'arrêter les affaires. Et surtout, ce qui va surtout se passer, bien plus que de y aller moins ou de ne plus y aller, parce que la plupart des gens veulent continuer à travailler pour vivre, c'est qu'ils vont dire, ben avant, je vendais, je sais pas, mes navets, mes carottes au marché pour tant. Là, il faut que je prenne en compte les nouveaux prix de l'essence. Donc, les carottes étaient, je sais pas, on va dire 50 centimes le kilo. Ben maintenant que je paye 3 fois plus cher, que c'est passé de 30 centimes pour venir à 1 euro, ben les 50 centimes de navet maintenant vont passer à quelque chose comme 70. Les carottes vont aussi prendre 20 centimes de plus, ça va prendre 20 centimes de plus, etc., etc. Washington vient dire aux bougnoul, vous allez tripler le prix du pétrole et nous donner la moitié de la manne, et vous retrouvez avec vos fruits et légumes du marché du coin, qui sont tout d'un coup beaucoup plus chers qu'avant. C'est comme ça qu'il faut comprendre le trou noir financier, en tout cas la première étape. La première étape, ça n'est pas que on vous prend tout votre pognon. Le problème, c'est que vous allez voir les prix augmenter sans nécessairement voir, si j'ose dire, la corrélation directe. Je veux dire, à l'époque, tout le monde savait très bien que le pétrole avait augmenté à cause de la crise de 73, mais tout le monde ne savait pas que la crise de 73
avait été organisée par Washington et par la dévaluation du dollar et les accords entre Kissinger et l'OPEP. Donc vous avez ce genre de principe qu'il faut garder en tête. Il y a une capacité à pourrir le système économique qui n'est pas, mettons, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas corrélée parce que ce n'est pas le terme, mais qui peut, en fait, par une taxe extrêmement indirecte, être en train de vous affecter directement. Et d'ailleurs, dans le cas du pétrole, c'est un exemple parfait, parce que je rappelle quand même que le jeu des Américains depuis les années 70, c'est de faire croire que la crise du pétrole était faite uniquement par les Arabes. Alors que les Arabes ont été les victimes de la crise. Les Arabes ont eu un dollar qui valait 3 fois moins, ils ont dit, bah du coup, on vend plus le pétrole pour le même prix, et les Américains sont venus dire, ok, mais le 3 fois plus fort, et donne-nous la moitié. Ils sont passés de victimes à complices. Mais il faut bien comprendre que ceux qui ont continué d'être victimes, ceux qui se sont fait baiser par les Arabes et les Américains, c'est nous. Ce sont tous les gens qui essayaient d'avoir utilité de leur voiture, qui voulaient se faire transporter, qui voulaient aller n'importe où. C'est pour ça que vous voyez des aberrations tout le temps dans le marché du pétrole. Et je prenais tout à l'heure l'exemple de vous allez à la pompe dans un pays arabe quelconque, vous allez payer littéralement un 20e votre pétrole de ce que vous payez ici. Mais il faut comprendre. Une fois que la crise, entre guillemets, s'est terminée en 73-74, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'avec la bénédiction de l'Empire américain, le gros des compagnies pétrolières ont commencé à vendre le pétrole beaucoup plus cher qu'avant. Et tout ce petit monde, d'ailleurs, s'est vite retrouvé là-dedans. C'est-à-dire que vous aviez les Arabes qui étaient très contents de se faire plein de pognon, les compagnies pétrolières qui étaient cotées en bourse qui étaient très contentes de se faire plein de pognon, et vous aviez tout le monde qui payait. Et c'est comme ça qu'il faut commencer à visualiser la chose, c'est-à-dire, mettons, vous prenez, je vais prendre Total, c'est la première qui vient à l'esprit, même si paradoxalement c'est la française, on peut prendre Esso, c'est Exxon en Amérique, c'est une compagnie américaine. Vous prenez Exxon, tout d'un coup, le pétrole coûte quelque chose comme, leur rapporte plutôt 3 fois plus qu'avant. Vous prenez Exxon, ils vont se faire plein de pognon, ils vont avoir plein d'actionnaires qui vont être très contents d'avoir des dividendes, ils vont avoir une présence, entre guillemets, sur le marché qui va être très bien, mais ceux qui payent, c'est le public. Et, encore une fois, il y a une façon très simple d'arrêter ça. C'est juste, vous dites, bah en fait, on va juste pas payer 3 fois plus. Parce que l'offre est énorme. Derrière tous les délires sur la fin du pétrole, ça fait 40 ans qu'on vous parle de la fin du pétrole pour essayer de vous foutre la trouille. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. On n'est même pas proche d'une fin du pétrole. On en est extrêmement loin. C'est encore à des décennies, encore aujourd'hui. Et encore, des décennies avec ce qu'on a déjà. J'entends des décennies avec les infrastructures actuelles. Si on décidait qu'il y avait besoin de plus de pétrole, ça tiendrait 1 siècle et demi, ça tiendrait 2 siècles. Il n'y a pas de problème de pétrole, du tout. Donc, on vous fait croire en fait qu'il y a une pression sur l'offre. Il n'y en a pas. On vous fait croire que le prix de l'essence, le prix du pétrole est nécessairement corrélé à ceci, cela. Non. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement américain a dit aux Arabes, triplez le prix, et on est content. Exxon était très content, ils s'en fait plein de fric. Le gouvernement américain s'est fait payer par les Arabes plein de bons du trésor, et tous les commerces, toutes les petites structures, tout ce qui de près ou de loin vivait sur un degré de, comment dire, sur un degré de petit commerce, d'utilisation régulière en fait de l'essence, eh ben, ils sont tous mis à payer plus. 3, 4, 5 fois plus. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Vous avez pas tant un problème de vous payer plus cher parce qu'on vous taxe, mais vous payez plus cher parce qu'un gouvernement vous taxe et crée des conditions où en fait vous ne pouvez pas dire non. Si vous avez l'Amérique qui dit « nous, on va accepter que ça soit 3 fois plus cher », les autres ne peuvent pas simplement venir dire « ah bah nous, on n'accepte pas ». Parce que tout ce que les Arabes répondront, c'est « bah écoute, c'est ça le prix, tu payes pas, tu vas te faire voir ». Et, encore une fois, la crise s'est terminée vers 73-74. Pourquoi est-ce que les prix du pétrole sont restés très hauts? Parce qu'il y avait cet accord. Pourquoi est-ce qu'on vous invente des fausses difficultés sur l'offre? Pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Parce qu'il faut faire croire que les prix du pétrole ne sont pas synthétiques, mais qui sont organiques. D'ailleurs, très bon exemple, hein. Il y a quelque chose comme 2 ans de ça, le prix à la pompe vers chez moi s'était monté à 1,9, c'était à quasiment 2 euros.
Là, c'est redescendu à 1,6. Pourquoi? Pour rien. C'est juste qu'à l'époque, économiquement, ils pouvaient gratter assez d'argent pour vous demander 1,9 et aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils sont descendus à 1,6 parce que, objectivement, l'économie va trop mal. Et ce que j'essaie de vous dire là, c'est que si demain, le problème était, entre guillemets, l'économie elle est tellement mal que plus rien ne fonctionne, il pourrait probablement redescendre les prix à la pompe jusqu'à 0,2. Et il ne crèverait pas. Hein. En réalité, l'économie tournerait mieux que jamais. L'instrumentalisation financière de ce genre de stricte nécessité matérielle, c'est ça qui commence à créer le trou noir financier dès les années 70. Maintenant, on va faire un saut dans le temps un petit peu, on va arriver aux années 80, on va reprendre mon exemple de Microsoft qui est parfait. Parce que vraiment, c'est vraiment la compagnie satanique, ce truc. Donc, qu'est-ce que Microsoft, déjà? Très brièvement, c'est des types qui, à une époque où tout le monde faisait des ordinateurs, ils se sont dit, en fait, faire la machine n'est pas très intéressant parce qu'il y avait à l'époque littéralement des centaines de compagnies qui essayaient de faire des ordinateurs. Ce qui est intéressant, c'est de faire le logiciel, le système d'exploitation, qui, dans les années 70, était vu comme un petit détail pour terminer, pour finaliser la machine. Dans les années 80, en fait, et c'est là que Bill Gates a eu du flair, c'était devenu le truc le plus difficile, le plus exigeant, parce qu'il fallait pouvoir l'adapter à peu près à tout. C'est-à-dire que vous aviez 200 ordinateurs, il fallait que votre système d'exploitation tourne sur les 200, et les seuls qui ont été les premiers à faire ça, c'était Microsoft. Ça a créé une société qui est rapidement montée entre, je crois, 81, 82 et 86, quelque chose comme ça, dans une situation de monopole. À partir du moment où Microsoft entre en monopole, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui vendent le système d'exploitation, à l'époque DOS, plus tard ça sera Windows, quand ils vendent le système d'exploitation, mettons qu'ils le vendent 10 $. Bon, avec 10 $, ils vont se faire beaucoup de pognon. S'ils le vendent sur des centaines de milliers d'ordinateurs par an, ils vont se faire énormément d'argent. Bon, sauf qu'ils ne vont pas le vendre 10, ils vont le vendre 30 $. Ils vont se faire 3 fois plus d'argent. Et en temps normal, vous feriez ça, on aurait, si le gouvernement n'était pas complètement véreux, quelqu'un qui viendrait dire, bah non, les gens vont pas payer 3 fois plus cher pour votre produit. Les gens vont pas payer 3 fois plus cher, vous faites déjà un pognon de dingue, c'est largement suffisant pour que vous soyez économiquement viable. On va pas faire ça. Sauf que, encore une fois, avec le système est complètement véreux, qu'est-ce qui se passe si au contraire, ce gouvernement véreux vient dire non, vous pouvez continuer à être dans une situation de monopole et à demander 3 fois plus d'argent que ce qui se passe, mais, en échange, on va mettre nos doigts dans vos affaires. C'est la même chose qu'avec les Arabes, mais d'une autre façon. Donc, je vais faire le détail. En fait, le meilleur exemple, ça aurait été Google plutôt que Microsoft, mais Microsoft, ça fait l'affaire. Vous avez Microsoft qui, mettons, en 85, montre qu'ils sont en train de devenir complètement dominants et qu'ils deviennent la société qui fait du logiciel mieux que n'importe qui au monde. Le gouvernement américain, au lieu de leur dire on vous casse, il faut de la concurrence, il faut qu'il y ait des prix moins hauts parce que là, vous êtes en train de vendre 3 fois plus cher que ce qu'il faut, vous vous en mettez plein les fouilles. Non, à la place, vous avez la CIA, la NSA, le FBI, peu importe, qui vient et qui disent on veut bien que vous continuiez de vous remplir les fouilles. En fait, ça nous va très bien. On va même vous aider. Mais en échange, votre système d'exploitation, on va y ajouter des lignes de code, où on va pouvoir surveiller ce que les gens font avec leurs ordinateurs. En échange, on va faire en sorte de vous protéger dans votre monopole, et vous allez nous donner le moyen de faire en sorte que la concurrence étrangère disparaisse. Donc, c'est à peu près la même chose qu'avec les Arabes. Avec les Arabes, c'était, vous pouvez faire payer 3 fois plus cher le pétrole, et en échange, vous nous donnez la moitié du pognon, et on vous soutiendra, personne ne pourra faire rebaisser les prix du pétrole. Du coup, tout le monde paye depuis. Et bien là, c'est, on va vous donner le soutien de l'État américain, vous allez nous laisser nous servir de votre truc pour surveiller les gens, et en échange, à chaque fois qu'un concurrent quelconque viendra vous menacer, on vous aidera à détruire le concurrent, on fera des faux procès, on fera des attaques, on fera des ceci, des cela, on vous aidera,
Et ça nous donnera à terme, pour le gouvernement américain, les moyens de surveiller tous les ordinateurs du monde, et pour Microsoft, tout le pognon possible et imaginable. C'est par ces moyens-là que commence à s'installer le trou noir financier. Encore une fois, c'est juste les débuts, hein. C'est les années 80, on en est encore loin. Le vrai trou noir financier, il a commencé à vraiment être là en 2008, hein. On a de la route avant d'y arriver. Vous allez aux années 90, mettons, vous avez toujours ce que j'expliquais tout à l'heure sur les banques, qui était qu'elles continuent d'imprimer du pognon, ce qui fait qu'elles continuent à attendre à ce que les sociétés dans lesquelles elles investissent doivent rapporter plus de bénéfices que ce que le prêt plus les intérêts demandent. Donc, la banque vous prête 1 million et s'attend à ce que vous remboursiez 1 million, je sais pas, 1 million 50 000, vous devez faire au moins 50 000 de bénéfices. Et le bénéfice en plus que vous voulez vous mettre dans vos propres poches, pour vos propres actionnaires. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un système où ce dont la banque a besoin pour être remboursé et ce que les actionnaires veulent pour leurs dividendes doit, d'une façon ou d'une autre, être obtenu par le profit. Ce qui, en soi, n'est pas un problème. On va me dire, c'est normal, c'est le capitalisme. Est-ce que tu es en train de faire une critique comme quoi tu vas nous expliquer que le capitalisme, c'est le mal? Alors, tous les systèmes ont leurs défauts. Le défaut du capitalisme, entre guillemets, c'est qu'effectivement, qu'on s'attende toujours à tirer profit de ce qu'on fait, mais on tire profit par rapport à un investissement. Le cycle, c'est tu investis dans une affaire, tu vas tirer profit de cette affaire, et en tirant profit de cette affaire, tu pourras investir dans le truc suivant. Bon, d'accord. Sauf que, quand vous commencez à ajouter l'impression infinie d'argent, encore une fois qu'on a vu avec la Fed dans les années 70, qu'on voit avec les banques privées dans les années 80, l'investissement dans le cycle capitaliste, c'est je monte une usine, je sais pas, de bois, on va dire que tu fais des planches de bois, tu gagnes de l'argent, tu fais du profit, et parce que tu fais du profit, au bout d'un temps, tu as acquis assez d'argent pour pouvoir construire une usine de meubles. Tu prends ton bois, tu fais des meubles avec, et les gens, à la fin, peuvent venir acheter tes meubles. Mais quand tout ce qui se passe, c'est que les banques impriment de l'argent et rien d'autre, et s'attendent à avoir un retour sur l'argent, et encore une fois que vous avez de l'autre côté le soutien de l'État, à des monopoles, à des entreprises qui, non seulement doivent se faire du fric, mais surtout sont autorisées à se faire autant d'argent qu'elles le veulent, tant qu'elles donnent, si j'ose dire, qu'elles donnent on va dire des grappins, mais c'est pas le terme, qu'elle donne de quoi s'accrocher à l'État américain. Encore une fois, Microsoft, ça doit être vu comme une entreprise de l'État américain à ce stade. Ça ne peut pas être vu comme une entreprise privée. Ils sont complètement en accord avec ce que veut l'État profond. Donc, vous regardez, c'est la combinaison de ces deux choses. D'un côté, les monopoles ne sont pas menacés, ils sont au contraire protégés. Les concurrents de Microsoft sont détruits. Ceux qui viendraient vous dire qu'en fait, vous voyez, le pétrole, quand même, c'est trop cher, il faut que ça baisse. Ça baissera juste assez pour qu'ils continuent de se faire un maximum de pognon, mais ça ne baissera jamais ça ne baissera jamais en dessous du maximum de ce qu'ils peuvent prendre. C'est-à-dire, encore une fois, les prix à la pompe, c'est 1,6 en ce moment. Si jamais les choses allaient très mal, ça pourrait descendre jusqu'à 0,2. Ça pourrait descendre extrêmement bas. Mais ils se servent en fait, le prix à ce stade n'est plus là pour le produit, il est là pour voir combien de bénéfices ils peuvent tirer, et encore une fois, c'est fait avec l'accord de l'État. Mais on reste sur Microsoft, on laisse tomber le pétrole. Dans le cas de Microsoft, mettons qu'au début, il faille prendre un paquet de prêts pour créer les premières versions de DOS, puis plus tard les premières versions de Windows. Bon, disons qu'on arrive en 1990, ils ont déjà Windows, je ne sais combien, 1, 2, 3 peut-être qui sont sortis. Le produit est là, la boîte tourne bien, ils se font énormément d'argent avec le soutien de l'État. Bon. Mettons qu'à un moment, ils se fassent tellement d'argent qu'il n'y a plus besoin de prêt. Il n'y a plus besoin de prêt du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Rien du tout. Parce que l'objectif fondamental qui est de dégager tous les concurrents et d'installer un monopole américain sur tous les ordinateurs du monde reste vrai. Donc, si au début, il fallait payer pour le bénéfice de la société plus rembourser les intérêts des prêts à la banque, au bout d'un temps, vous arrivez au point où il n'y a plus rien à rembourser et le prix devrait logiquement baisser. Pourquoi ça ne va pas baisser? Parce que
l'État et Microsoft vont faire en sorte qu'il n'y ait jamais besoin de baisser le prix. Et là, il faut revenir un peu à l'exemple que j'avais sur le pétrole, mais avec le logiciel. Sur le pétrole, j'avais pris le maraîcher quelconque qui allait au marché vendre ses trucs, mais sur le logiciel, c'est plus intéressant. Parce que mettons que vous êtes du schmoll, vous travaillez dans une entreprise française quelconque, et votre entreprise vous paye un salaire, on va dire, de, je sais pas, à l'époque, 10 000 francs. Bon, vous êtes payé 10 000 francs, très bien, vous êtes plutôt content. Et l'entreprise vous dit, il n'y aura pas d'augmentation cette année. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin d'acheter le produit Microsoft qui va sortir, le nouveau Windows. Mais le nouveau Windows, fondamentalement, encore une fois, son prix ne baisse jamais. C'est-à-dire que, je prends un exemple idiot, mais mettons que Microsoft fasse Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows, 95, on va dire. Mettons qu'à partir de Windows 95, on est en 95, mettons qu'à partir de Windows 95, le produit est, entre guillemets, plus ou moins fini et la société est déjà bénéficiaire. Donc en clair, ils ont déjà les bases, ils sont déjà en train de se faire de l'argent, le prix n'a aucune raison de rester haut, et la seule chose qui fait qu'il reste haut, c'est que toute la concurrence a été savamment tuée pendant les 15-20 années précédentes. Enfin, ils n'existaient pas 20 ans avant, mais 15 années précédentes. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous êtes avec vos 10 000 francs par mois, et on vous dit, on doit faire passer tous les PC de la boîte à Windows 95 pour Internet. Donc, malheureusement, il n'y aura pas d'augmentation parce que c'est une grosse dépense. On doit dépenser, je sais pas, 1 million de boules. Très bien. Sauf qu'encore une fois, s'il y avait eu concurrence de base, s'il n'y avait pas eu tout ce système pour faire en sorte que la pression financière soit totalement là, derrière Microsoft avec le soutien de l'État. Ça fait très longtemps en réalité que, au lieu de mettre, mettons que Microsoft au début, peut-être bien que mettons en 85, ils doivent dépenser 10 $ pour pouvoir vendre un logiciel à 11, mettons. Au final, ils vont le vendre à 30, parce qu'encore une fois, c'est un monopole. En temps normal, une concurrence devrait venir et ils seraient obligés de ne pas le vendre à 30 parce que le voisin le vend à 20 et il est à peu près aussi bien, parce que lui, il se fait déjà beaucoup de pognon. Si vous avez cette logique-là, donc vous avez ça me coûte 10 $ pour chaque copie que je vends, donc je te la vends à 20, au bout d'un temps, il commence à avoir concurrence au prix, les prix commencent à baisser. Comme on crée les conditions pour que ça n'arrive jamais, les prix ne baissent jamais, sauf qu'encore une fois, si en 95 ça coûte 10 $, en 95, quand vous avez déjà le logiciel qui est complètement écrit, que tout est installé, que tout fonctionne, on passe de ça me coûte 10 $ et je te le vends 30 à ça me coûte maintenant quelque chose comme 3 $, parce que tout ce que je fais c'est juste ajouter quelques lignes, mais au fond le truc marche dans son ensemble, et je te le vends toujours 30. Autrement dit, vous avez l'impression, du point de vue, si j'ose dire, du client que avant c'était 30 et maintenant c'est 30. Oui. Sauf qu'en fait, avant ça aurait dû être 20, mais à la rigueur c'est dans les débuts, les gens essaient toujours de se faire un maximum de pognon quand tu lances une boîte, donc passons, c'est pas bien grave, mais au bout d'un temps il devrait y avoir aplanissement des prix. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans le logiciel, donc vous prenez Microsoft, qui objectivement est une boîte dont, et c'est pour ça que j'aime bien les prendre, parce que je connais personne qui aime Microsoft. Je suis très sérieux quand je dis que j'ai entendu plus de plaintes contre Windows et contre Microsoft que contre n'importe quelle société de technologie au monde, à part un truc complètement ésotérique et complètement merdique. C'est une véritable société de merde, avec des produits pourris depuis à peu près toujours. Et pourtant, personne n'arrive à se débarrasser d'eux, personne n'arrive à créer une concurrence, et avant qu'on me dise, mais enfin, il y a Linux. Non, d'accord, mais c'est un assez bon exemple là-dessus aussi. Faire un système d'exploitation concurrent, c'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu une société qui a été capable de réellement, directement concurrencer Microsoft dans l'ensemble de son produit ? Parce que c'est pas impossible, hein, loin de là. Et la réponse est parce que depuis le début, l'État américain et Microsoft eux-mêmes ont fait en sorte de tout détruire. Et ça revient avec par rapport à ce que je disais dans le pétrole, même si une petite subtilité à comprendre, c'est que dans Microsoft, c'est exclusivement américain, avec le pétrole, ça comprenait les Arabes. Avec le pétrole, il se passait quoi ? Il se passait, les Américains dévaluent leur monnaie, les Arabes disent « je veux que vous me payiez plus », les Américains disent « d'accord », et en échange, tu me donnes la moitié du pognon.
Avec Microsoft, c'est Microsoft veut se faire payer 30 balles par mois. Les Américains, le gouvernement se dit ça pourrait être bien d'avoir un système d'exploitation comme ça installé sur tous les PC comme ils veulent faire, mais où on peut espionner absolument tout ce qui se passera dans le monde. Donc on espionne tous les PC. Et en échange, on les laisse continuer de se faire plein de pognon. Et en plus de ça, ils payent des taxes en Amérique, donc de toute façon, ça nous fera du fric. C'est comme ça que commence lentement à se construire le trou noir. C'est-à-dire que vous êtes dans votre société, vous êtes payé 10 000 balles par mois, et vous vous dites que je suis pas trop mal. Sauf que la réalité, c'est que vous devriez être à quelque chose comme 15 000. Mais il y a eu X pognon dépensé par la société à payer pour du pétrole beaucoup plus cher que ce qu'ils auraient dû payer, parce qu'en réalité, l'offre est largement là. D'ailleurs, sur l'offre, parce que je veux le dire, parce que c'est toujours dingue, quand j'ai appris ça, j'étais sur le cul. Les gens ont un peu oublié, mais vous avez eu la crise du pétrole en 73, qui est le début de l'arnaque du pétrodollar, puis vous avez eu la deuxième en 79, qui était beaucoup plus directement agressive. Après 79, vous avez eu ce qu'on appelle, je sais pas en français, en anglais c'est glut, mais j'ai oublié le terme en français, si tant est qu'il existe. C'est-à-dire que vous avez eu une surcharge de la demande. En clair, en 79, les Arabes disent on va juste faire exploser les prix comme en 73 et t'y vas voir. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est tout simplement que les Américains se sont mis, et les Européens se sont mis à acheter au Venezuela, en Russie et ailleurs. Et tout simplement, les Arabes se sont retrouvés avec un énorme stock de barils et personne qui voulait les acheter. On vous fait croire que le pétrole vaut une certaine valeur. En réalité, l'offre est beaucoup plus forte que la demande depuis des décennies. Et les prix sont artificiellement maintenus hauts pour vous taxer. On vous fait croire que quand vous achetez Windows à 80 balles ou à 20 balles, peu importe, en réalité, c'est pour payer Microsoft. Microsoft se fait beaucoup plus de pognon qu'ils n'en dépensent pour faire évoluer leur système d'exploitation qui, encore une fois, j'exagère quand je dis qu'il était finalisé en 95, mais pour faire un petit peu d'histoire technique très courte, vous avez eu DOS qui était un peu la première version du système d'exploitation, vous avez eu Windows 1, 2, 3, 3.1, 95, 98, 2000, et vous avez eu Windows XP. Windows XP, c'est le dernier grand saut en avant de Microsoft, c'est-à-dire qu'avant ça, le système d'exploitation pétait toutes les 2 semaines d'une erreur mémoire ou une bêtise, il y avait un bug, vous aviez un écran bleu. À partir d'XP, c'était stable, c'était rare de voir que le truc ratait. Après XP, vous avez eu Vista, vous avez eu 7. Depuis 7, tout ce que Microsoft fait, c'est voir l'argent rentrer. Les prix ne baissent jamais. Windows 7 est sorti en genre 2007. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Ah non, 2026. Oh mon Dieu, je suis plus à l'heure. Ça fait 19 ans, à peu près, que non seulement on aurait dû voir un concurrent Microsoft Windows, mais surtout que à peu près toutes les fonctionnalités essentielles du truc, dans tous les domaines, auraient dû être remplacées et vendues pour 3 sous, ce qui aurait rendu le monopole de Windows intenable. Le but du jeu pour l'Empire, c'est de maintenir ces monopoles. Et il y en a un troisième qui est très important à comprendre aussi. C'est sur l'immobilier. Et vous le voyez très bien en France, vous le voyez très bien partout. Bon. Comment est-ce qu'on maintient les prix de l'immobilier très hauts? Pas compliqué. Il faut qu'il y ait plus de demandes qu'il n'y ait d'offres. C'est très facile à régler. Pour l'offre, vous faites en sorte qu'il y ait juste assez de permis de construire pour qu'il y en ait toujours trop peu. Donc en clair, vous avez besoin de loger 1 million de personnes. Vous faites en sorte de rajouter toujours plus de règles, toujours plus iniques sur l'écologie, je sais même plus comment ils appellent ça, l'éco-score de l'aération ou je ne sais quoi, les déperditions thermiques, peu importe, toutes les excuses sont bonnes, mais vous faites en sorte que quand il y a besoin d'1 million de logements, vous n'en ayez que 900 000 qui soient construits pendant une année. Ça, c'est pour arrêter l'offre. Mais de l'autre côté, évidemment, pour la demande, vous le savez tous, c'est l'immigration. Vous forcez à ce qu'il y ait des nouveaux entrants dans le pays pour faire en sorte qu'il y ait une pression aux appartements. Et d'ailleurs, la pression est plus complexe que ce qu'on pense. Parce que, pour prendre l'exemple français, mettons, vous vivez, je ne sais pas, à Sevran en 1970. Tout le monde est blanc, tout va très bien. Vous commencez à faire venir l'Afrique. Ça devient le Congo, le truc. C'est invivable. Qu'est-ce qui se passe? Les gens de Sevran, qui veulent vivre dans un pays civilisé,
vont partir dans une autre ville de banlieue plus chère. Ça fait une pression au logement dans cette autre ville de banlieue. Puis, vous envahissez leur nouvelle banlieue. S'ils vont aussi vouloir partir, ça va faire une pression dans les arrondissements les plus pourris de Paris intramuros. Ce qui fera, à terme, quand là aussi vous envahirez par l'immigration, une pression dans les meilleurs quartiers de Paris. Vous avez des Congolais à Sevran, vous avez des Sénégalais à, je sais pas, peu importe, Pontoise, vous avez des Algériens qui viennent pourrir le 19e arrondissement, et à la fin, le seul endroit où vous pouvez vivre, entre guillemets, à peu près tranquille entre blancs, c'est en allant en plein milieu de Paris intramuros, dans des coins à peu près, encore à peu près préservés. Sauf que la réalité, c'est que parce que vous êtes venu être en recherche d'appartements ou maisons, peu importe, petit à petit dans un quartier de meilleur en meilleur, chaque quartier a vu, face à la demande, les prix augmenter. Et c'est comme ça qu'on finit avec des délires où moi je me rappellerai éternellement de la fois où j'étais à Lyon, j'étais étudiant. J'étais passé pour être étudiant, une année dans un truc un peu spécial. Pour avoir un appart, il m'a fallu presque 2 mois. Et quand je suis arrivé, il y avait littéralement, alors que c'était un appart miteux, hein, il y avait littéralement quelque chose comme 30 personnes qui étaient là avec moi. Ce qui veut dire que quand vous êtes en recherche d'appartement et que vous avez déjà un revenu, mettons encore une fois, vous avez 20 ans à Sevran dans les années 70, vous avez les moyens généralement avec votre job de partir ailleurs. Pourquoi ? Parce que le trou noir financier, donc le fait qu'on vous ait tapé une partie de ce que votre entreprise devrait gagner comme pognon avec le pétrole, le fait qu'on vous en ait tapé un autre bout avec le logiciel, le fait qu'on vous en ait tapé un autre bout avec les médicaments, hein, c'est un truc dont on sous-estime, mais une très grande partie des médicaments qu'on produit sont des génériques qui vaut plus rien, mais aussi une partie qui sont littéralement du bazar financier de merde. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas un domaine que je connais très bien, mais fondamentalement, l'idée c'est de créer les conditions où on va créer des monopoles qui vont être avantageux pour l'État américain et pour les entreprises privées, et on va faire en sorte de vous mettre de la pression. Et on le fait aussi dans l'immobilier. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Bon, en France, on n'est pas encore totalement, si j'ose dire, acheté par BlackRock, mais à la fin, si d'ailleurs on l'est un peu aussi, mais à la fin, il se passe quoi ? Il se passe que, à force de faire pression sur les logements, on finit par avoir une augmentation, en réalité, qui n'est pas du tout... C'est pas seulement qu'elle n'est pas organique, mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'elle soit artificielle, on a une augmentation de la pression financière sur le type qui a besoin d'être logé, c'est-à-dire tout le monde. Enfin, s'il y a quelqu'un qui veut bien vivre dans la rue, tant mieux pour lui, mais c'est un mec sur 1 million. Donc on a un petit peu de pognon en trop qui vous est pris qui est pris à votre entreprise à travers Microsoft. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est ce qui va faire que vous n'aurez pas d'augmentation. Vous avez certains business, certaines affaires, mais au-delà de ça, vous avez une grande partie de vos dépenses générales qui vous sont prises à travers le pétrole. Vous avez une autre part qui vous est prise, plus généralement, à travers ce qu'on peut grosso merdo appeler la taxe générale au logement. Et il faut comprendre, et c'est là que je reste sur l'exemple très français, parce qu'en l'occurrence c'est très bien. Quand ça a commencé à se produire dans les années 70, on a eu une politique qui était « il faut sauver les meubles ». Sous Giscard, c'était quoi ? C'était « on va donner des aides aux entreprises, on va essayer de calmer les prix du pétrole, on va essayer de calmer ceci, calmer cela, de limiter la casse ». Si c'est temporaire, ça peut marcher. Mais si c'est permanent, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on reprend l'exemple du pétrole. Mettons, on reprend mon exemple de maraîcher, vous avez, je sais pas, monsieur Dupont, il tient sa ferme, il arrive à vivre à peu près bien, le pétrole est à 30 centimes le litre, il va plutôt bien. Tout d'un coup, on lui dit, maintenant c'est 1 euro le litre. Et il dit, je peux plus. Je ne peux plus. Je peux plus vivre. Le gouvernement fait quoi ? Il vient et il dit, écoutez, puisque vous n'arrivez plus à vivre, c'est pas compliqué, on va vous donner un petit peu d'argent pour compenser les prix du pétrole. Mais tout ce qui se passe, c'est que tu es passé de Monsieur Dupont arrivé à vivre à Monsieur Dupont tout d'un coup reçoit du pognon de l'État qu'il va immédiatement dépenser
dans la compagnie pétrolière qui tout d'un coup se fait des couilles en or. Les aides sociales sont avant tout, et les aides aux entreprises sont avant tout, une façon de transvaser le pognon par rapport au monopole installé. Et c'est là qu'il faut commencer à voir l'espèce d'image mentale du trou noir, c'est que c'est pas seulement que ton entreprise aura moins d'argent pour ton salaire, c'est pas seulement que tout coûte plus cher parce que le pétrole coûte plus cher, c'est que ton État va commencer, au début, encore une fois, sous Giscard, c'était léger, mais quand on arrive sous Mitterrand dans les années 80, et surtout avec l'arrivée du logiciel qui a aggravé les choses, on passe de ton État essaie de compenser la casse à ton État va lever beaucoup plus d'impôts, ce qui va faire que ton salaire va pas augmenter, ce qui va faire qu'économiquement, ça va être de plus en plus dur de lancer une société, ce qui fait que, en fait, tu te retrouves avec cette image, c'est l'image un peu qu'ont les libéraux français, c'est le socialisme, ça nous tue. Mais le socialisme ne fait que vous demander du pognon pour compenser le fait que des entreprises privées vous demandent du pognon. Le problème, c'est de comprendre l'origine du mal, le truc qui crée le trou noir financier. Et j'ai pris l'exemple du pétrole, j'ai pris l'exemple du logiciel, j'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais il faut se rappeler que ce qui a fait que le pétrole a explosé en prix, c'était l'impression de dollars. Ce qui fait que l'immobilier coûte de plus en plus cher, c'est aussi l'impression de dollars. Ce qui fait qu'on a en fait une augmentation de tous les prix, c'est l'impression de dollars. C'est ça, c'est ma thèse de base, quoi. C'est depuis qu'on a commencé à avoir ça, que ce soit par le public dans les années 70, le privé dans les années 80, tout s'est aggravé. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on arrive au moment, si j'ose dire, aux années fin 90 à peu près, où économiquement, ça commence à coincer. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du pétrole. Je vous disais, vous l'avez à 1,6, en réalité, il pourra probablement descendre à 0,2 centimes le litre, et il serait encore capable de se faire du fric. Tout le reste, c'est une taxe indirecte que vous payez. Et si le gouvernement vous aide, si tel truc vous aide, in fine, ça finira par partir dans leur poche. Donc tout ce que ça fait, c'est faire continuer la chose. Mais qui récupère le pognon de Microsoft? Qui récupère le pognon des entreprises privées? Qui récupère le pognon de Total, d'Exxon, etc., etc.? Leurs actionnaires et les banques qui leur prêtent du fric. C'est-à-dire qu'on commence à avoir la construction d'un trou noir où en fait toute la masse monétaire qui est imprimée, d'une façon ou d'une autre, finit par remonter jusqu'au système financier, finit par remonter jusqu'à très généralement la banque, même si c'est vraiment le système financier en général. Et encore une fois, arrêter ça est très facile. Vous pouvez créer un concurrent à Microsoft et leur dire maintenant tu baisses tes prix parce que l'autre il fait la même chose que toi pour beaucoup moins cher. Vous pourriez tuer ceci, vous pourriez tuer cela. Mais le gouvernement américain les maintient. Et il les maintient pourquoi? Parce que le design, à partir des années 80, c'était quoi? C'était, on va dire aux banques, imprimer autant de pognon que vous voulez, ce qui a énormément renforcé le secteur financier américain, mais aussi prêter de l'argent au gouvernement américain. Autrement dit, le gouvernement américain étant dépendant du fait que les banques sont saines, du fait que les banques rapportent du fric, il a besoin que ces banques restent aussi fortes que possible. C'est ça le trou noir. C'est pas il y a tout l'argent qui part dans un coin. Il y a tout l'argent qui part dans un coin parce qu'il y a tout un système pour le faire partir, mais surtout, peu importe combien d'argent part dans ce système, il faut comprendre que vous aurez toujours plus de demandes parce que tout le jeu, si j'ose dire, du système, le but du gouvernement américain, c'était quoi depuis les années 70 et même avant? C'était de faire en sorte qu'ils aient plus aucun concurrent, que personne ne puisse leur dire non. Donc il leur fallait toujours plus de fric. Eh ben, la façon de récupérer du pognon, c'est quoi depuis, en gros, les années 80-90? C'est, on va faire augmenter les prix sur l'immobilier en imprimant du pognon, on va faire augmenter les prix sur le pétrole, on va faire augmenter le prix des logiciels en créant des monopoles et en faisant en sorte qu'ils ne puissent jamais être concurrencés. Ils vont aussi s'en servir pour faire de l'espionnage, ils vont s'en servir pour plein de saloperies, mais avant tout, ils vont travailler à ce qu'il y ait constamment plus de pognon pompé, juste assez pour que les gens se révoltent pas. C'est-à-dire, Windows c'est 30 balles, c'est pas 300 balles, c'est pas hors de prix, mais justement c'est la même chose que le pétrole, c'est on vous fait payer 1,6€ le litre à la pompe,
en vous disant ça va pas si mal, avant c'était monté jusqu'à 2, mais en réalité, on pourrait vous faire payer 0,2. L'idée c'est, quand est-ce que vous allez commencer à vous révolter, et à dire je paye plus, parce que je peux plus, et quand est-ce que vous allez commencer à ne plus être tondu autant que vous pouvez. Parce que le but final, c'est quoi? Le but final, c'est de vous tondre tout. Mais il faut garder en tête que vous avez ce principe en fait en économie qui est qu'est-ce que c'est que, entre guillemets, la basse classe sociale, qu'est-ce que c'est que les moyens, qu'est-ce que c'est que les riches. Et 3 niveaux, entre guillemets. La basse classe sociale, c'est les mecs qui peuvent pas se sortir de leurs conditions, pour faire très simple. C'est, je suis obligé de bosser 5 jours la semaine, je suis obligé de bosser toute l'année, j'ai pas les moyens d'investir dans ci, dans ça, si jamais j'arrêtais de bosser, je tiendrais seulement 2 semaines, je pourrais aller nulle part, etc. etc. Ou même si vous pouviez avoir un petit pécule et tenir 6 mois. Le fait est que vous êtes obligé de travailler le gros de votre temps. Ça, c'est la classe ouvrière. Voilà. La classe moyenne, c'est c'est les gens qui peuvent se permettre de, je sais pas, partir 6 mois sans bosser, écrire un bouquin, se lancer dans un projet, s'occuper de leurs gosses, partir en voyage, peu importe. C'est des gens qui ont les moyens. Et les riches, c'est quoi? C'est les types qui, c'est des Bill Gates, pour faire très simple, extrêmement simple, là, vraiment je simplifie, c'est des types qui en fait ont une place dans le circuit économique où l'argent leur revient parce que c'est eux qui peuvent fixer les prix. Exactement comme les compagnies pétrolières avec le soutien du gouvernement peuvent fixer les prix bien au-dessus de ce qu'ils peuvent. Exactement comme Bill Gates pouvait vendre sur Windows 3-4 fois ce que ça aurait dû être, alors qu'à partir de, objectivement, Windows XP, il n'a plus rien à produire. Bon allez, Windows 7. Mais à partir de genre 2010, Windows ne propose plus rien de neuf. Et pourtant, ça continue. Ça continue d'être dans des prix délirants, ça continue d'être un monopole total, alors que ça aurait dû disparaître il y a une éternité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. L'objectif, c'est que si, par exemple, vous êtes parmi les riches, ils vont vous mettre dans la poche. Les Arabes, ils étaient riches en pétrole. Ils se les sont mis dans la poche. Les gens comme Bill Gates, ils étaient riches en logiciels, mis dans la poche. L'immobilier, évidemment que c'est pas en achetant la maison de Monsieur Dupont, la ferme qu'il a fini par abandonner parce que le pétrole était devenu trop cher pour son business. Mais par contre, des grosses firmes d'immobilier, je sais pas, n'importe laquelle, hein, celle qui possède votre appartement si vous êtes locataire comme moi, mais pour finaliser le truc, parce que c'est vraiment eux à la fin du jeu, BlackRock, quand BlackRock commence à acheter beaucoup trop et commence à se faire tout simplement à faire monter les prix de l'immobilier à quelque chose comme 5, 6, 7 fois, voire 10 fois ce que ça devrait être. Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas? Pourquoi est-ce que ça ne baisse jamais? Parce que littéralement, le jour où ça commence à baisser, il y a moins de taxes qui viennent au gouvernement américain, mais surtout, il y a moins de pognon qui passe dans le système financier américain, et donc il y a moins de possibilité de prêter de l'argent. Et au bout d'un temps, quel est le résultat de ce système? Quel est le résultat entre guillemets, du début du trou noir? C'est que, en prenant, pour prendre l'exemple de mon mec qui a été payé 10 000 francs dans les années 90, en prenant, je sais pas, Monsieur Martin, qui est payé 10 000 francs, qui trouve qu'il est pas trop mal, mais qui en réalité ne comprend pas que il devrait être à 15 000, mais vous avez le pétrole qui a déjà pris une part indue, et vous avez Microsoft qui a pris une part indue, et en plus de ça, ces 10 000, lui-même, personnellement, il est obligé de les dépenser beaucoup plus pour son loyer que ce qu'il devrait. Encore en 95, ça allait, hein, c'est bien pire aujourd'hui. Mais à force d'avoir toutes ces petites taxes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, mettons que son salaire, ça soit 10 000 en 95, en 2000, ça sera peut-être monté à 13 000, en 2005, ça sera à 15 000, et en 2010, ça sera resté à 15 000 à cause de la crise financière en 2008. En réalité, il se passe quoi? Il se passe que en 95, il aurait dû être à 15 000. En 2000, il aurait dû être à, je sais pas, 22 000. En 2005, il aurait dû être à quelque chose comme 25 000, 30 000. Et en 2010, il n'y a pas eu la crise financière qui n'est que le résultat de tout ce que j'ai décrit, il aurait déjà dû être à 35 000. Sauf que pour lui, qui lui a pris son pognon? C'est l'État, avec ses taxes délirantes, qui sont là en réalité pour, en bonne partie, combler le fait que les immeubles soient hors de prix, le fait que les logements soient hors de prix, le fait que tout soit hors de prix. C'est
son patron qui veut pas lui donner d'augmentation en lui expliquant qu'ils sont pas assez compétitifs alors qu'il fait déjà du 9 heures par jour, 5 jours la semaine et qu'il se défonce au travail et qu'il est pas bête. C'est les politiciens qui prennent ci, c'est les profiteurs, voire, et là je vais dire un truc qui est vrai, hein, mais j'ai pas oublié d'être de droite, je vous rassure, même si je vais faire un discours de putain de communiste ce soir. Désolé de vous le dire, mais le gros des aides sociales au Newell n'est pas aussi lourd financièrement que ce que vous pensez. Je dis pas qu'il coûte pas rien, il coûte très cher. Mais ça n'est pas dans les quantités que certains s'imaginent. C'est, pour être très cash, en fait, si on arrêtait tout ce qui est aide sociale aux non-arabes, il y aurait du mieux dans les comptes, oui, mais ça ne serait rien à côté, par exemple, de ne serait-ce que baisser les retraites de 10%. C'est juste un fait. Hein. Si vous regardez les comptes de l'État, c'est pas tout ce qui est, c'est pas les aides sociales au Newlesque qui sont particulièrement lourdes. C'est lourd, mais c'est quelque chose comme 2-3% du budget, alors que les retraites, c'est quelque chose comme 33%. C'est assez immense. Et d'ailleurs, en parlant des retraites, ce qu'on dit souvent, c'est que les retraites, c'est quasiment un tiers du budget. Ce qu'on dit moins, c'est qu'une très grande partie de l'aide médicale, c'est quelque chose comme encore 15 ou 20% de plus. Donc c'est quasiment 50% du budget de l'État. Ouais, mais il faut aussi comprendre que une très 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 grande partie de tout ce système que je vous décris s'exprime aussi par tout ce qui est médicaments. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple le plus presque ridicule, une machine à IRM, c'est un assez bon exemple. Vous prenez une machine à IRM des années, je sais pas, 90. Un truc qui aurait été fait en 92. La technologie était terminée en 1992. Vous regardez une machine à IRM en 2022, vous avez du progrès, il n'y a pas de problème, c'est plus automatisé, c'est plus modernisé, le logiciel a beaucoup évolué, la qualité est meilleure. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez eu, sur 30 ans, une machine qui est peut-être 3 fois meilleure, mais qui, entre l'impression de pognon et surtout les coûts généraux du milieu médical, est passé de, on va dire, l'équivalent de 100 000 francs en 92 à quelque chose comme 2 millions aujourd'hui. Donc c'est peut-être 3 fois mieux, mais ça vous coûte 20 fois plus. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on imprimait de plus en plus de pognon, et qu'encore une fois les banques prêtaient ça aux entreprises privées et attendaient un retour, les entreprises privées en médecine, elles disaient quoi ? Elles disaient, il nous faut un profit au-delà de ce qu'on a emprunté. Il faut que la machine rapporte ça aux actionnaires, il faut que la machine rapporte ça, en fait, à la bourse, pour faire très 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 vague. Ça, cette demande de profit, si vous avez une vraie concurrence, c'est-à-dire si vous avez compagnie A, B, C, D, E, F qui font toutes des machines à IRM, et elles essayent de se faire une vraie concurrence sur les prix, au bout d'un temps, les prix baissent. Sauf que le but du trou noir financier, c'est justement qu'il n'y ait pas de vraie concurrence. C'est que les prix ne baissent pas. Et souvent, ça me rappelle un peu cette expression chinoise, vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Les libellols français, ou en général, s'obsèdent à chercher dans les taxes et dans le poids délirant de l'État le signe, en fait, de sommes complètement folles. Et je vous rassure, hein, rien qu'avec les retraites et une grande partie des aides sociales, les sommes sont délirantes, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi comprendre que, en très grande partie, ce sont des sommes qui ont commencé à être dépensées pour compenser justement ce pognon supplémentaire qui était demandé par le privé. Et la baisse normale de prix que vous devriez voir, qu'on aura dû voir au fil des années, le trou noir financier est littéralement là pour faire en sorte que ça ne se fasse jamais. Ça ne se fait pas sur la médecine, ça ne se fait pas sur l'énergie, ça ne se fait pas sur le logement, ça ne se fait pas sur le logiciel. Et je vais prendre l'exemple, le contre-exemple qui est parfait pour comprendre vraiment jusqu'où cette horreur est arrivée. C'est la Chine. Comme vous le savez peut-être, la Chine est devenue riche, mais genre très riche, genre monstrueusement riche. En fait, ils sont beaucoup plus riches que nous aujourd'hui. Vous regardez les derniers appartements chinois, vous vous dites, la vache, on est vraiment devenus des clochards. Hein. C'est impressionnant. C'est du 60 mètres carrés tout confort pour un type qui est ouvrier avec des terrasses énormes. On vit dans la merde à côté d'eux. Hein. Mon appart est pas trop mal, pourtant c'est un taudis à côté de l'appart moyen que les Chinois construisent aujourd'hui. Et il coûte moins cher d'acheter le leur que le nôtre. En même temps qu'ils ont atteint des techniques de construction et une qualité générale absolument écrasante, je voyais dans je ne sais plus quel journal de merde, le Financial Times ou un truc du genre, que
La productivité des entreprises chinoises n'a pas du tout progressé en 10 ans. Alors vous lisez ce genre de bêtises et vous dites Kezako, comment ça n'a pas progressé? Tu regardes l'appartement chinois il y a 10 ans, c'était pire que le nôtre. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'impression d'être un clochard, alors que c'est le même prix. Bah oui. Pourquoi? Parce que les Chinois ont eu un mot d'ordre, c'est on veut que le Parti communiste a eu un mot d'ordre, c'est tous les Chinois doivent vivre dans des appartements qui sont bien pour le moins cher possible. Et les entreprises privées chinoises à la Evergrande, etc., devaient quand même faire du profit. C'était pas juste sous aide sociale, mais l'objectif n'était pas de créer des monopoles où tout le pognon allait aller à quelques Chinois. L'objectif c'était, vous pouvez faire du profit, vous pouvez vous remplir les fouilles, mais l'important c'est que tout le monde ait des appartements pas chers. Et ben, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je peux payer un appartement genre 40 mètres carrés, un peu pas trop mal en France, ça va me coûter 60 000 balles. En Chine, un appartement de quelque chose comme 70 mètres carrés, beaucoup plus proche, beaucoup plus beau, beaucoup plus avancé, avec une terrasse beaucoup plus grande, avec tout ce que vous voulez, la pute livrée avec la maison, tout ce que vous voulez, ça me coûterait littéralement au bas mot quelque chose comme l'équivalent de 30 000. Et pourtant, il y a eu spéculation dans les grandes villes chinoises, il y a eu tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le soutien de l'État. Vous n'avez pas le soutien de l'État. Donc, c'est là qu'arrive vraiment le côté l'une, doit, etc., etc., et les imbéciles de libéraux, c'est que les libéraux viennent vous expliquer qu'en fait, le problème, c'est l'État qui essaie de vous baiser. Est-ce que l'État essaie de vous baiser? Oui, à plein d'égards. L'État essaie de vous prendre du pognon, l'État essaye d'une façon ou d'une autre de se remplir les poches avec vous, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien comprendre que l'idée que l'État français est en train d'organiser des monopoles pour vous taper tout le pognon est, généralement parlant, assez délirant. En fait, et c'est toujours l'exemple que je donne, mais l'un des derniers trucs qui marche très bien en France, c'est l'armement. Je le dis tous les jours que le bon Dieu fait. Pourquoi est-ce que l'armement marche très bien en France? Parce que vous avez des entreprises privées d'armement qui ont pour tâche d'être profitables, d'être bénéficiaires, mais la commande publique d'État, donc en gros la DGA, elle essaye d'avoir les meilleurs prix possibles pour fournir l'armée française. Ça fait que l'armement français, en fait, puisque l'État au contraire se bat pour que ça ne soit pas un monopole d'armement extrêmement cher, l'armée française est plutôt bien armée pour pas trop cher, l'État dépense pas trop cher, et on a en réalité une armée très correcte. Maintenant, vous regardez l'armement américain, et vous vous rappelez que Lockheed Martin est en bourse, que Raytheon est en bourse, que la quasi-totalité, pour pas dire la totalité des grosses entreprises d'armement américaines sont en bourse. Vous avez quoi? Vous avez des kits de réparation de chars qui sont littéralement à 30 000 $. Et quand vous recevez le kit, quand l'armée américaine reçoit le kit, il se passe quoi? Il se passe que vous recevez le kit, et le kit, c'est, je déconne même pas, une clé à molette. Vous recevez une putain de clé à molette, certifiée tamponnée Raytheon, ou BAE Systems, 30 000 $. C'est la même clé à molette que quand je vais à Leroy Merlin et j'achète une clé à molette à 10 balles. Pourquoi c'est à 30 000? Parce que tout le système consiste à avoir Lockheed qui se fait des 1000 et des 100 à vendre des armes toujours plus chères, toujours plus soi-disant luxueuses, et qui, en vendant toujours plus cher, se fait toujours plus de profits. Profits qui sont évidemment répandus en bourse. Bourse qui, puisqu'elle ramasse toujours plus de pognon, fait en sorte que de plus en plus de pognon soit investi dans cette même bourse. Et parce qu'il y a toujours plus de pognon en bourse, il y a toujours plus de bons du trésor, il y a toujours plus de prêts, il y a toujours plus d'aides. Littéralement, ça devient un jeu du qui arrive à gonfler ses profits beaucoup plus que tous les autres. Et on vient vous dire chez les libéraux français que le problème, c'est l'État. C'est très peu l'État français qui fait gonfler les prix partout. Attention, je ne dis pas qu'ils ne le font pas du tout, surtout que depuis les socialistes, ça a été fortement ça. Mais il faut se poser la question de, quand on remonte la filière jusqu'en haut, qui est le plus gros pompeur de fric? Non seulement c'est presque toujours les Américains, mais surtout j'ai fait le logiciel, j'ai fait l'immobilier, j'ai fait l'armement, j'ai fait les médicaments un petit peu. Je vous parlais de machines à IRM, je ne sais pas si j'ai fini l'exemple, mais je pense que vous avez compris. C'est si vous avez des machines à IRM qui coûtent 20 fois plus cher qu'avant, c'est parce qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Et
il faut comprendre que tout ça, c'est ce qui se mettait déjà en place avant qu'on rentre dans le vrai trou noir financier, c'est-à-dire le moment où c'est plus possible du tout de s'en sortir. Et ce moment-là, c'est quand? C'est 2008, tout simplement. En 2008, quand vous avez l'explosion des subprimes, il se passe quoi? Il se passe que on a atteint le point où le système n'est plus tenable. Donc, le système, c'était quoi? Le système, c'était on augmente le prix des maisons. Plus les maisons coûtent cher, c'est-à-dire plus les gens dépensent d'argent et doivent travailler pour leur maison, plus les MBS, donc les Mortgage-Backed Securities, en français les hypothèques adossées à des maisons, pour faire simple, à du logement, les MBS n'arrêtaient pas d'augmenter en valeur. En clair, un MBS, c'était, mettons, un millier d'appartements. Si vous vendez les 1000 appartements à 10 000 $, ça fait 1 million. Si vous arrivez à augmenter les prix jusqu'à quelque chose comme 5 000, si vous vendez pas à 10 000 mais à 50 000, bah là, tout d'un coup, votre MBS, il part enfin pas de 1000 à 5 000, bah là, votre MBS, il part de 1 million à 5 millions. C'est ça le jeu. C'est toujours faire en sorte de mettre des chiffres plus gros, toujours essayer de pousser plus fort, toujours faire pression dans tout, dans le logiciel, dans le pétrole, dans le logement, dans ce que vous voulez, pour que ça augmente. Qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Il se passe qu'on arrive au point, vers 2005 d'ailleurs, parce qu'on dit que c'est la crise de 2008, mais elle était là en 2005, c'est juste qu'ils ont tout fait pour retarder la chose jusqu'au bout. Vous commencez à avoir des types à qui on disait, bah en fait, je vais te prêter de l'argent, je vais te prêter 100 000 balles, tu vas pouvoir te payer ton appartement à 100 000 balles, et comme ça, tu auras un logement neuf. Ok. Sauf que si au début c'était je te prête 100 000 balles, tu peux t'acheter un appartement à 100 000 balles, à partir du moment où l'appartement commençait à monter à 120 000, 140 000, 160 000, vous voyez le jeu qu'ils sont en train de jouer, au bout d'un temps, il n'y avait plus personne qui était capable d'acheter des appartements à 200 000 balles, 300 000 balles. Donc on a commencé à leur faire des accords merdeux, littéralement, c'est ça que ça voulait dire, subprime, c'est-à-dire c'est une façon très financière de dire que c'était des prêts de merde. On est venu leur dire, je ne vais pas te prêter 200 000, 300 000 $, mais à la place, je vais te prêter 300 000 $ sur un taux adaptatif. Et devinez quoi? Le taux adaptatif, c'était au début, tu payes 600 balles par mois pour rembourser, et un jour, tu m'auras remboursé, sauf que 1 an et demi, 2 ans plus tard, quand il y avait eu une carabistouille financière quelconque, les 600 par mois étaient devenus du 1500 par mois. Et quand le type disait, bah, je suis payé que 2500 $ par mois, donc je peux pas payer, on lui disait, cool, ta maison est à moi. En 2005, ils commencent à récupérer un paquet de maisons de gens qui ne peuvent plus payer. Ils les revendent. En 2006, ils récupèrent un gros paquet de maisons qui ne pouvaient plus payer parce que les taux avaient encore augmenté, parce que les prix avaient encore augmenté. Ils n'arrivent pas à toutes les revendre, parce qu'il y a trop de gens qui n'ont plus les moyens et il y a trop de maisons dans le système. En 2007, même chose, en encore bien pire. Et en 2008, il est juste objectivement plus du tout possible de cacher l'horreur, et tout le monde reconnaît que la banque, pour faire très simple, qui vendait ses hypothèques, s'est retrouvé, le système bancaire s'est retrouvé avec littéralement quelque chose comme 2 ou 3 millions de maisons pour lesquelles il ne trouvait plus d'acheteurs, et les prix étaient beaucoup trop hauts, et il faut comprendre le piège, s'ils baissent les prix, ben alors eux qui achetaient des maisons pour 200 000, 300 000 et qui espéraient en tirer un profit, qui espéraient faire monter les prix, ben là tout d'un coup, s'ils baissent les prix, c'est eux qui se retrouvent sur la paille. Donc qu'est-ce qu'a fait la Fed américaine? Ils sont venus dire, ok, ça fait à l'époque 30 ans, 40 ans, entre le pétrole, entre les monopoles sur le logiciel, les monopoles sur la santé, les monopoles sur tout en fait pour faire monter du pognon dans le trou noir financier, dans la bourse. C'est allé trop loin. Et donc on va juste imprimer beaucoup de pognon pour faire en sorte de sortir les mecs qui nous permettaient de nous gonfler à mort jusque-là. C'est là qu'on rentre définitivement dans le trou noir. À partir de 2008 donc, ça fait depuis en gros 71-73, selon comment vous voulez regarder la chose, qu'il y a une augmentation artificielle des prix par différents degrés de monopole, différents degrés d'abus. Sauf que quand on atteint le point, en fait, où les plus basses strates de la société, les plus pauvres, ne sont plus capables de payer, ne sont plus capables de sustenter ça. C'est-à-dire en clair, pour prendre l'exemple totalement caricatural, mais probablement pas faux,
Mettons que vous avez Monsieur Pablo, parce que c'était souvent des hispaniques, vous avez Monsieur Pablo qui vient d'immigrer aux États-Unis en 2008, et on lui a dit, tu vas bosser très dur pour cette entreprise, c'est un Mexicain évidemment, tu vas bosser très dur pour cette entreprise, et tu vas faire en sorte de réussir dans la société américaine. On lui demande de raquer pour une maison hors de prix en lui disant, t'inquiète pas, le prêt te couvre, évidemment il va finir à la rue, mais aussi, on lui demande de payer pour de l'essence qui est bien au-delà de ce qu'il peut faire, donc son business ne tourne pas si bien que ça. On lui demande de payer beaucoup trop cher pour les logiciels qui font tourner les ordinateurs dans son entreprise. Ça lui coûte du fric. On lui demande ça pour tout soin financier. On lui demande ceci, on lui demande cela. Bref. Il subit tout. Il ferme sa gueule, il bosse très dur. Il fait ce qu'il fait. Au bout d'un temps, même en faisant tout ce qu'on lui demande de faire, ça tourne plus. Il ne peut plus payer. Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve, lui et des littéralement millions d'autres, à la rue. Quand ils sont à la rue, et que dans le même temps, les banques se retrouvent avec littéralement des millions de maisons sans habitants, là, on a atteint la casse du système. Si les Américains étaient intelligents, ils auraient réparé le système de façon intelligente. Ils ne le sont pas, donc ils ne l'ont pas fait. Mais c'est très important de comprendre cette espèce de limite totale. Je vais reprendre l'exemple que j'avais donné tout à l'heure sur le concept des riches, de la classe moyenne et du bas niveau. On va même le mettre en chiffres. Mettons que vous avez un smicard, il va être payé 1000 euros, vous avez la classe moyenne qui va être payée, mettons, 3000, et vous allez avoir un riche, on va dire que ça va être un type qui va être payé 10 000. Je fais ça vraiment caricatural. Vous avez ça aux années 70. Qu'est-ce qui se passe? Aux années 80, le smicard est toujours à 1000, la classe moyenne est descendue à quelque chose comme 2500, et le riche est toujours à 10 000. Vous faites encore un saut de 10 ans aux années 90, on est à 1000, 2000, 10 000. Non, même plutôt 20 000. Vous faites encore jusqu'aux années 2000, on est à 1000, 1500 et quelque chose comme 40 000. Pourquoi? Parce que le riche est celui qui peut fixer les prix, et donc il va être capable de suivre, un, l'augmentation de la masse monétaire, et deux, il va être celui qui va toujours pouvoir imposer en fait le poids de tout ce trou noir financier sur les autres. C'est-à-dire que lui, il continue en fait de gagner entre guillemets autant qu'avant. C'est juste que la monnaie est de plus en plus dévaluée, donc le chiffre n'arrête pas de monter. Mais dans les faits, si avant, il pouvait se payer 15 voitures par an, parce qu'il est riche, en 1970, il peut toujours se payer 15 voitures par an en 2010. Au final, même si la technologie a évolué, mais ça c'est normal, ça n'est pas lui qui a réellement changé quelque chose. Il ne fait que garder sa place dans la société. De l'autre côté, vous avez le pauvre. Enfin non, on va faire dans le bon sens. Ensuite, vous avez la classe moyenne. En 70, monsieur de la classe moyenne, il se fait 3000, puis ça descend à 2500, 2000, 1500. Pourquoi? Parce que le poids permanent de la taxation de tout ce qui crée le trou noir financier, le poids permanent, fait tout simplement que on est obligé petit à petit de faire baisser son niveau de vie. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Il est payé 2000, puis il est payé 2500, puis il est payé 3000, puis il est payé 3500. Sauf que, au début, avec 2000, il est capable de se payer à manger, son logement, l'ensemble de ce qu'il veut acheter, et il peut vivre très bien. Et il peut partir en vacances 3 fois par an, il peut se payer une voiture neuve tous les 2 ans. Puis, on passe doucement de ça à quelqu'un qui finit par être obligé de continuer, si j'ose dire, enfin, qui gagne théoriquement plus. Il passe de, je sais pas, 2000 à 2500, puis 3000, puis 3500, mais quand en 70, il gagne 2000, il peut se payer une voiture neuve tous les 2 ans et vivre plutôt bien. Ensuite, même s'il monte à 2500, il pourra se payer une voiture que tous les 3 ans et il vit un petit peu moins bien. La qualité de la nourriture baisse un peu, il peut partir en vacances moins souvent, son logement lui coûte de plus en plus cher, le logiciel coûte de plus en plus cher, bref, tout coûte de plus en plus cher. Et quand on arrive, pour faire simple, en 2000, même si techniquement, sur le papier, il est passé d'un type qui était payé 2000 à un type qui est payé 3500, dans la réalité, avec 2000, il pouvait autrefois se payer une voiture neuve tous les 2 ans, là c'est une voiture neuve tous les 6 ans. Il pouvait se payer de la nourriture de très bonne qualité, là c'est de la nourriture de beaucoup moins bonne qualité. Il pouvait ceci, maintenant c'est cela, son niveau de vie a baissé. Maintenant, l'exemple que j'ai pris, le mec qui était tout en bas de l'échelle, le smicard, il était à 1000, il est toujours à 1000. Je sais, ça devient un peu compliqué parce que je me mélange entre les dévaluations ou pas, mais
Gardons simplement en tête que lui, techniquement, son niveau de vie n'a pas du tout changé. Pourquoi? Parce que si on descend en dessous d'un certain niveau, si le type finit à la rue, il ne devient plus consommateur de maison, il ne peut plus payer, il ne devient plus consommateur de loisirs, il ne devient plus consommateur de rien. Il ne peut plus. À partir du moment où ces types-là ne peuvent plus rentrer dans le circuit économique, la pression qu'ils apportent au circuit économique, qui reste de l'argent qui remonte jusqu'à la bourse, qui reste de l'argent qui remonte dans les entreprises privées, eh ben il ne vient plus. Il ne vient plus. Ça, c'est très important à comprendre, c'est que le riche, c'est quoi dans un système en dévaluation d'argent permanente? C'est le type qui peut fixer les prix et toujours compenser sa perte. Encore une fois, le riche, il peut acheter 15 voitures en 70, il peut acheter 15 voitures en 2010. Pour lui, rien n'a changé. Il n'a, entre guillemets, baisé personne. Il n'a fait que maintenir son niveau de vie. C'est juste qu'il est passé de 10 000 à 40 000 parce que la monnaie a été dévaluée. Mais lui, il peut fixer ses propres prix. Donc il peut rester là. Le gars tout en bas de l'échelle, techniquement, son niveau de vie n'a pas changé du tout. En réalité, les choses sont bien pires qu'avant, mais il était au ras de la révolte, entre guillemets, au ras d'être quelqu'un qui n'allait plus accepter d'être... qui ne pouvait plus payer son logement, qui ne pouvait plus payer sa nourriture, qui ne pouvait plus payer ses soins de santé. Et il y est toujours. Parce qu'on ne peut pas le faire descendre plus bas. Si on le fait descendre plus bas, il y a révolte, il y a arrêt. Ce qui veut dire que celui qui a tout perdu dans le trou noir financier, c'est la classe moyenne. Le riche a gardé le même niveau de vie. Le mec tout en bas a techniquement empiré, mais pas vraiment tant que ça. Et ceux qui avaient quelque chose, mais qui n'étaient pas dans une position dominante dans le système, qui ne pouvaient pas fixer leur propre prix, celui-là est celui qui a tout perdu. Et il faut comprendre une seconde l'importance sociale de la classe moyenne. Le riche est riche, et c'est très bien pour lui. Par contre, il est nécessairement attaché à quelque chose. C'est-à-dire que vous ne devenez pas simplement riche parce que vous bossez très dur. Vous devenez riche quand, mettons que vous avez une entreprise, je ne sais pas, de mécanique, on va dire que vous êtes propriétaire de plusieurs garages. Ce qui fait que vous êtes riche, c'est le fait que vous ayez les infrastructures, les employés, les contacts, le cash flow, comme on dit, je n'aime pas ce terme, mais peu importe, que vous ayez en fait les rentrées d'argent régulières et que vous puissiez en tirer votre profit. Vous ne pouvez pas simplement dire, bon, bah demain, juste, je vais, je sais pas, je prends un exemple à la noix, mais je vais fermer tous mes garages et je vais en faire des boulangeries. C'est pas possible. Tous vos employés ne serviront plus à rien, tout votre matériel sera complètement inutile, vous vous retrouverez à poil. Peut-être pas complètement, mais vous vous retrouverez, généralement parlant, plus ou moins à poil. Autrement dit, le riche est attaché à sa place dans le système économique. Le pauvre est pauvre, c'est tout, il vaut rien. Et la classe moyenne, c'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire de sa propre entreprise, qui n'est pas propriétaire, qui ne peut pas fixer ses propres prix, mais qui peut, si j'ose dire, qui sert en fait de poulie, pas de poulie, j'ai oublié le terme, gear. Voilà, c'est terrible, la franglicisation, j'en perds mon français, mais bon, qui sert tout simplement de mécanisme dans le système, mais qui en même temps n'est pas dominant, qui ne peut pas fixer ses propres prix, qui ne peut pas décider de ce qu'il gagne ou pas. Quand vous traversez comme ça 30-40 ans d'appauvrissement généralisé, vous allez vous retrouver avec la classe moyenne qui aura tout perdu, le pauvre qui n'aura de fait rien gagné, qui ne sera pas mieux qu'avant, mais qui n'aura pas non plus descendu, et le riche qui aura gardé son niveau de vie. Sauf que la classe moyenne, c'est le type qui n'est attaché à rien, si vous y regardez bien. Le pauvre, il est attaché à son niveau de vie. Je vais le dire de façon moins politique. J'ai arrêté de faire mon politicien une seconde. Il est pauvre, il ne peut rien faire. C'est tout. S'il arrête de bosser, il est trop pauvre. Il ne peut pas s'en sortir. C'est aussi simple que ça. Il est attaché à son niveau de vie. C'est une façon de dire qu'il n'a pas le fric de faire autre chose que de faire ce qu'on lui dit de faire. Le riche, il n'est pas attaché à son niveau de vie par pauvreté. Il est attaché à son niveau de vie par ses actifs. Encore une fois, le gars qui a 3 garages, qui se fait de l'argent parce qu'il a 3 garages, il ne peut pas simplement dire « Bon, moi, je vais faire 3 boulangeries ». C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Mais le gars qui, lui, n'est attaché à rien, qui n'a pas des actifs qui dont dépendent son niveau de vie, qui n'est pas non plus tout en bas de l'échelle, qui n'est pas obligé de bosser plein temps, ben, c'est ces types-là qui font du changement social. C'est-à-dire,
prends un exemple un peu caricatural, mais c'est ces types-là qui s'engagent en politique. C'est ces types-là qui lancent des choses. Vous regardez, pour prendre un exemple ultimement idiot, mais tout à fait applicable, c'est pas le type qui a déjà 4 entreprises et pour qui tout va bien, il est très riche, qui lance une start-up. Ceux qui font de l'innovation technologique, ceux qui font des nouvelles entreprises, ceux qui lancent des concepts artistiques, ceux qui se lancent dans une nouvelle carrière, ceux qui écrivent des bouquins, c'est les types de la classe moyenne. La classe moyenne, c'est quoi? C'est le milieu social très actif dans une société. C'est le type qui n'est ni tenu au sol par son niveau de revenu, ni tenu à ses actifs pour garder son niveau de vie. C'est le type qui peut faire, entre guillemets, à peu près ce qu'il veut. Quand vous avez plus de classe moyenne, quand vous avez lentement, parce que tout le pognon est parti dans les très hautes structures, dans le trou noir financier, vous n'avez plus d'innovation, vous n'avez plus de progrès, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de mobilité sociale en fait. Encore une fois, hein, les riches sont accrochés à leurs actifs, les pauvres sont accrochés à leur niveau de vie. Mais la classe moyenne, c'est les types qui peuvent changer les choses. Quand vous en avez plus, parce qu'on leur a lentement tout enlevé, et ben c'est là que votre cœur économique, en fait, est littéralement serré, étranglé. Enfin, on n'étrangle pas un cœur, mais vous voyez ce que je veux dire, il est serré aux valves, si j'ose dire, il est serré aux artères, jusqu'à ce qu'au bout d'un temps, il n'y ait plus rien qui bouge. Et il y a cette critique qui est souvent faite, qui est parfaitement débile de la part des Américains, que ouais, les Européens, ils n'ont rien créé depuis 50 ans, il n'y a pas une seule société nouvelle en Europe. Bon, déjà, c'est parce qu'ils nous les ont volés, mais au-delà de ça, eux ont en réalité le même problème. C'est juste que ça a pris plus de temps parce que le trou noir financier a surtout été joué contre nous. Ça a été joué littéralement pour tuer les concurrents du gouvernement américain, donc l'Europe. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, si vous essayez de lancer une boîte en Amérique, quelle est la façon de le faire? La façon de le faire, c'est de trouver des financiers, justement dans la banque, justement dans la bourse. Et un très bon exemple qui est mort maintenant, mais qui existait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que vous aviez une banque en Californie qui s'appelait la Silicon Valley Bank, qui était littéralement une banque de la Silicon Valley, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient spécialisés dans l'analyse, dans le soutien à des projets technologiques qui semblaient prometteurs. En gros, ouais, j'ai cette idée en IA, je vais faire ça, ça va être incroyable, on va se faire plein de fric. C'était les types qui investissaient dans ça. Ces types-là, ils sont morts parce qu'ils ont pris trop de risques, c'est pas la question. Mais la question c'est, d'où est-ce que la Silicon Valley Bank tirait son pognon? De l'énorme masse de pognon de la bourse américaine. Sauf qu'au bout d'un temps, quand vous avez de plus en plus de pognon au fil de 40 ans qui se donne dans la bourse américaine et qu'à partir de 2008, vous avez directement l'impression d'argent qui va pas aller au quidam américain ou mexicain qui s'est fait jeter de sa maison ou à telle petite entreprise. Ils ont donné, quand les États-Unis impriment, quand le gouvernement américain imprime 700 milliards de dollars en 2008, ils le donnent à quoi? Ils le donnent aux grandes banques, ils le donnent aux très grosses entreprises. C'est-à-dire qu'ils renforcent encore plus la tête de ce qui, au fond, maintient leur système. Sauf que, et là c'est un peu, il faut essayer d'imaginer ça, il faut essayer de visualiser ça. Mettons que vous avez 100 millions dans toute l'Europe et l'Amérique, vous avez 100 millions de types entre, mettons, 20 et 50 ans, qui ont des idées, qui voudraient lancer une boîte, que ce soit la pizzeria au coin de la rue ou que ce soit, je veux lancer une start-up planétaire qui va devenir plus grosse que Google et Facebook réunis, c'est peu importe. Mais mettons que vous ayez 100 millions de personnes qui veulent se lancer dans la vie active. D'accord ? Mettons que vous ayez ça en 1970, donc avant tout ce que je viens de vous décrire. Ces types-là, avant qu'on les taxe sur le logiciel, qu'on les taxe sur le pétrole, qu'on les taxe sur le logement, qu'on les taxe sur tatati tatata, ils auraient été 100 millions à pouvoir chacun ramasser, on va dire, 10 000 balles en travaillant, en étant plongeur dans un restaurant, en allant bosser dans le bâtiment, en recevant un peu d'aide d'une banque locale, ils auraient eu chacun 10 000 balles. Sauf que là, la banque locale, elle ne vous prête plus rien, parce que tout le pognon est déjà parti à la finance, et c'est là qu'ils font des retours. Il faut bien comprendre que quand vous avez le choix entre je vais à la Société Générale locale et je dis bonjour, je voudrais 100 000 balles pour lancer une société, ou bien la Société Générale peut dire en fait, il y a lui là qui est un retour certain,
et qui, lui, va me rembourser 5% d'intérêt et il veut 10 millions, donc ça me fait 500 000, je vais lui prêter l'argent à lui, hein, je ne vais pas le prêter à vous. Le bon vieux, on ne prête qu'aux riches, mais version extrême. Ben, quand on ne prête qu'aux riches, mais que les riches ont déjà accaparé quasiment tout l'argent, si aux années 70, vous auriez eu 100 millions de types qui auraient pu chacun ramasser 10 000 balles d'une façon ou d'une autre, en travaillant, en empruntant, en ceci, en cela, là, petit à petit, sur 40 ans, entre 70 et 2010, on est passé de « il y a moyen de ramasser 10 000 francs », ou 10 000 dollars d'ailleurs, à maintenant, entre les taxes associées, les taxes à cela, les taxes tati et les taxes patata, je peux ramasser 3 000. Et 3 000, c'est pas assez pour lancer quelque chose. Du tout. Surtout quand tous les prix ont augmenté, parce qu'ils n'ont fait qu'imprimer du pognon. Ce qui fait que, et là c'est politique, c'est pas financier, ça fait que le pouvoir décisionnaire d'investissement, ce qui n'est pas j'ai tant d'argent, à ce stade c'est même plus une question d'argent, c'est littéralement politique, c'est qui a les moyens d'investir dans une nouvelle entreprise, dans un grand système. Et ben, au bout d'un temps, c'est seulement les types qui sont rattachés à la bourse américaine. Parce qu'ils ont pris tout le pognon. Littéralement. Sauf que, encore une fois, je vous disais, vous avez, mettons, 100 millions de jeunes qui... Enfin, de jeunes, quand tu as 49 ans, j'ai dit de 20 à 50 ans, 49 ans, c'est plus jeune. Mais vous avez 100 millions de personnes qui veulent lancer quelque chose. Quand on a 100 millions de personnes qui veulent lancer quelque chose, je vous garantis que c'est pas possible qu'ils viennent tous défiler devant BlackRock, Vanguard ou la Silicon Valley Bank pour se faire prêter de l'argent. C'est pas possible. Ben, il se passe quoi? Il se passe que sur les 100 millions qui peuvent lancer quelque chose, vous allez en avoir seulement peut-être 1 million qui vont réussir d'une façon ou d'une autre à se faire prêter de l'argent ou à rentrer dans, entre guillemets, le bon milieu social qui, lui, pourra produire quelque chose, qui pourra rapporter de l'argent pour lancer quelque chose. Et c'est pas assez. Et c'est là qu'on a complété le concept du trou noir financier. À force de ramasser, de taxer, de fait, tout l'argent qu'on pouvait possiblement ramasser, des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Progressivement, ça a été au début le pétrole, puis le logiciel, puis le médical, puis le logement, puis on aggrave toujours plus le prix du logement jusqu'à ce que les plus pauvres ne puissent même plus payer, et seulement là, on s'arrête. Je rappelle, vous regardez les chiffres, vous pouvez regarder tout de suite, vous regardez la valeur générale d'un logement aux États-Unis, vous avez eu la crise de 2008, ça a baissé un peu jusqu'en 2010. Et puis ensuite, c'est remonté en flèche. C'est beaucoup plus cher aujourd'hui que ça l'était en 2008. Il faut bien comprendre. Pour eux, le problème, c'était pas « Tiens, nous sommes en train de taxer tout le monde à l'infini ». C'est « Nous sommes en train de taxer tout le monde à l'infini, et il y en a qui ne peuvent plus payer, donc on arrête ». Dès qu'ils ont trouvé d'autres gens qui étaient capables de payer, on est reparti comme avant, parce que le système est littéralement « taxons tout » jusqu'à ce que tout l'argent soit dans un petit cercle, les fameux 1% d'élite américaine qui récupèrent tout le fric. Mais le problème, c'est que au bout d'un temps, quand tout le pognon est parti dans un tout petit nombre de décisionnaires, et là je pense que d'ailleurs c'est pertinent de faire une dernière anecdote, c'est j'ai un copain que je me suis fait sur Twitter d'ailleurs, qui bosse dans une très grosse compagnie d'assurance en Asie. Bon, il m'a expliqué comment ça marche avec BlackRock. Je vais vous le dire. BlackRock se pointe auprès de votre entreprise X et vous dit « Votre concurrent, nous promet 6% de retour l'année qui vient. » Ok? Du coup, combien est-ce que vous nous proposez? Eh bien, si tu ne dis pas 6%, les mecs te disent « on ne vous prête pas ». Et si BlackRock ne te prête pas, tout simplement, tu n'auras pas assez d'argent par rapport à tes concurrents qui, eux, auront eu l'argent de BlackRock pour pouvoir réussir à les concurrencer. En clair, tu ne progresseras pas économiquement et ton concurrent, si.
Ce qui veut dire que tôt ou tard, tu fais ça 3-4 années de suite. Au bout d'un temps, ton concurrent et toi, vous étiez à peu près au même niveau. On va dire que vous brassiez 100 milliards par an. Bah, au bout d'un temps, le concurrent, il brassera 400 milliards et toi, tu brasseras toujours 100 milliards. Donc, il te rachètera. Donc, ta seule solution, c'est de dire à BlackRock, oh, pareil, ils vous promettent 6%, bah, on vous promet 6% aussi. Sauf que la promesse, c'est pas une promesse verbale, c'est un contrat. C'est-à-dire que BlackRock se pointe avec un contrat qui vous dit, vous devez, par rapport aux 100 milliards qu'on va vous prêter, aux 200 milliards qu'on va vous prêter, vous devez nous rapporter au moins 6% d'intérêt. Et donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils augmentent les taxes. Ils font en sorte que les prix montent au maximum, de tirer la corde au maximum, de serrer la vis au maximum. Et là, on revient exactement à ce que je vous disais par rapport à 2008, c'est que, enfin pas par rapport à 2008 seulement, mais je vous disais, la finalité du système, c'est que vous allez avoir les riches qui peuvent fixer leur propre prix, la classe moyenne qui va être bouffée, et les pauvres qui vont toujours rester au plus bas. La finalité du trou noir financier, d'avoir donné toute la puissance financière à quelques élites en bourse, en banque, etc., etc., les BlackRock, les Microsoft, et encore une fois, avec la bénédiction du gouvernement américain, hein, bah, la finalité, c'est qu'il n'y aura plus de classe moyenne. Donc il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de progrès financier, il n'y a plus de progrès scientifique, il n'y a plus rien. Et même les quelques sociétés qui vont être capables de progresser, parce qu'on va me dire, mais regarde, il y a bien ces jeunes Français qui ont quitté cet horrible pays socialiste pour partir en Amérique. Vous savez ce qu'ils ont trouvé en Amérique? Je vais vous le dire. Ils ont trouvé l'exacte même chose qu'ici. En France, vous êtes payé 2000 balles par mois. Vous payez, on va dire, je sais pas, 100 balles, je dis un chiffre au pif, hein. Vous payez 100 balles d'essence, vous payez 500 balles de logement, vous payez tant de bouffe, vous payez ceci, vous payez cela. À la fin du mois, il vous reste à peu près 20% de ce que vous gagnez. En Amérique, c'est mieux. Il vous reste 25%. Sauf que vous n'êtes pas payé 2000 balles par mois, vous êtes payé 4000. Comment ça marche? Bah, le trou noir financier a fait que le logement, là-bas, est beaucoup plus cher qu'ici. Parce que vous pouvez payer. L'essence, on va dire que c'est pareil. La bouffe, c'est beaucoup plus cher qu'ici, parce que les gens peuvent payer. Le ceci, c'est beaucoup plus cher qu'ici, parce que les gens peuvent payer. Vous voyez ce que je veux dire? Croire que les prix à ce stade sont une question d'offre et de demande est juste naïf. Ce n'est pas une question d'offre et de demande. L'offre est énorme et la demande est en réalité tirée, comme on traite une vache, on tire sur la demande juste assez pour qu'il ne se révolte pas, pour qu'on ne réatteigne pas l'état dans lequel on était arrivé en 2008. En 2008, c'était littéralement, vous avez 2 millions de logements et vous avez 2 millions de types à la rue, et ces types-là, on ne va pas leur donner de logement parce qu'en fait, ils viennent tout juste d'en être expulsés. Le but du jeu, c'est de faire en sorte de vous tirer juste assez de pognon pour que vous puissiez, en fait, être tout simplement trait à mort. C'est vraiment le terme, en fait, il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est ça, le trou noir financier. Et la finalité de ça sera quoi? Parce qu'il faut vraiment comprendre que c'est pas seulement la mort de la classe moyenne et donc la mort de l'innovation, la mort du changement politique, la mort de ça, c'est que vous avez un autre problème en plus de tout ce que je vous ai dit. Je vous l'ai dit indirectement, moi je vais le dire directement. Je vous disais, vous avez 100 millions de types entre 20 et 50 ans qui ont des idées, qui voudraient lancer quelque chose. En 70, ils auraient tous pu gagner 10 000 balles. Aujourd'hui, ça sera à peine 3 000. Du coup, il n'y en aura aucun qui pourra lancer. Et vous avez ce problème-là parce que tout le pognon est passé dans les élites du système. Mais vu que les élites du système ne peuvent regarder au maximum que 1 million par an, il se passe quoi? Il se passe que vous aurez seulement 1 million qui, exactement comme BlackRock vient voir les entreprises et leur dit « vous devez me rapporter 7% de bénéfices ou je ne vous prête pas », exactement comme la banque attend 5% d'intérêt, exactement comme tout ce que je vous ai dit. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que ce million-là, ils vont recevoir plein de pognon, mais ils vont aussi devoir participer à la taxation générale. Ce qui fait que, mettons qu'aujourd'hui, il soit 1 million, l'année prochaine, parce qu'il y a eu encore plus de difficultés, parce qu'on a encore plus tiré sur la corde, parce qu'on a encore moins de classe moyenne, parce qu'on a encore plus de gens qui sont astreints au strict minimum économique, eh ben ça tombera à 900 000.
L'année d'après, ça tombera à 850 000, puis 800 000, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on vous parlait, il y a 10 ans, 12 ans après la crise des subprimes, du 1%. En réalité, quand vous regardez le système, on est déjà passé du 1% au 0,1%. C'est même pas une façon de parler. Aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme 0,1% de la population qui détient, en Amérique, qui détient presque 50% des richesses. Bah, au bout d'un temps, c'est pas possible. Ça donne quoi en chiffre par rapport aux, je sais pas, 400 millions d'Américains, 0,1%, ce serait un millième. Donc vous avez... Ah ouais, 400 quand même. Pas 400 000. Donc vous avez... Ouais, 400 000. Vous avez 400 000 types qui sont censés allouer, par des prêts, par des dons, par ce que vous voulez, l'ensemble de la richesse de l'Amérique. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait littéralement un type sur 1000 qui doit décider de où part le pognon, parce que ce sont les seuls types avec du pognon. Je vous l'ai dit, c'est... Vous avez le riche qui autrefois était à 20 000, qui montait à 30 000, 40 000, 50 000, qui gagne autant qu'avant, sauf que toute la classe moyenne s'est fait lentement dissoudre et est redescendue au niveau de ce qu'on appelle la classe ouvrière, qui à ce stade, je reprends le même exemple, hein, mais vous êtes en France, mettons que vous êtes de classe ouvrière, vous allez passer 50% de vos dépenses dans le logement, quelque chose comme 30% dans la nourriture, et les 20% entre guillemets, c'est pour ce que vous voulez, ce que c'est seulement 20% de votre revenu. En Amérique, ça sera très légèrement mieux, ça sera 25%. Mais le but du jeu, c'est que vous ayez exactement le maximum de pognon tiré à travers le logement, à travers le logiciel, à travers les dépenses générales, à travers ceci ou cela, de sorte à ce que vous ne puissiez jamais décrocher. Et c'est le but. Et la finalité, c'est quoi? Bah écoutez, on va dire le mot. Hein. Vous remontez en Égypte antique, vous aviez un type qui bossait toute l'année, qui était obligé de bosser, parce qu'il n'y avait pas d'autre option, et on appelait ça un esclave. L'esclave travaillait toute l'année pour faire pousser du blé, et il fournissait une partie de son blé à son seigneur, et il pouvait se nourrir avec le reste du blé, il pouvait vivre dans sa maison avec le blé qu'il avait récolté, et le seigneur revendait l'excès de blé quelque part, et c'est comme ça que marchait l'État égyptien en moins 400 avant Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, vous avez un type qui va recevoir 2 000 € par mois, il se dit, putain, c'est pas mal, je peux m'acheter des trucs. Il va dépenser 800 € pour son logement, il va dépenser 600 € pour sa bouffe, il va dépenser le reste pour différents degrés de petits plaisirs, et à la fin, il lui restera 0. Et son niveau de vie stagnera ou baissera, la qualité de sa nourriture stagnera ou baissera, jusqu'à ce que soit il se révolte, ou bien jusqu'à ce qu'on ait atteint, entre guillemets, l'optimum. Sauf que l'optimum financier, ben, ça finit par donner absolument tout le pognon à autrefois 1%, maintenant 0,1%, à terme 0,05%, voire 0,001%, on s'en fiche, c'est le jeu, ma bonne Lucette. L'idée générale, c'est que on atteint un point d'orgue où il n'est objectivement plus possible d'allouer avec une quelconque intelligence le pognon parce que tout a été attiré vers le haut du système. Le trou noir financier a aspiré toutes vos richesses, oui, mais il a aussi aspiré toute capacité à innover ou progresser. Et ça, c'est pas seulement la baisse du niveau économique en général, mais c'est la stagnation totale de tout progrès. Vous finissez avec quelques riches qui décident de tout et qui ont ni le temps ni les moyens de décider intelligemment de ce qu'ils vont faire. Et c'est dans ce système qu'on vit, et encore une fois, j'attire votre attention sur ce que j'ai dit, mais je me suis arrêté au logement en Chine. Les Chinois aujourd'hui ont des logements bien meilleurs que les nôtres pour beaucoup moins cher. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont des entreprises d'IA bien meilleures qu'en Amérique. Ils ont des entreprises de technologie bien meilleures que dans le système occidental. Ils ont un progrès de qualité de bouffe, de qualité de vie, qualité des infrastructures, des rues. Si vous regardez les autoroutes chinoises, le rail, mais désolé de le dire, mais Alstom, c'est devenu de la merde, même juste pour les TGV. La Chine nous écrase partout. Pourquoi? Parce que
Nous sommes taxés sur le pétrole, nous sommes taxés sur le logiciel, nous sommes taxés sur le logement, nous sommes taxés sur tout. Chez eux, le gouvernement dit quoi? Il dit, il y a les taxes que le gouvernement chinois veut bien faire. Et ensuite, le reste, c'est essayer d'être productif, non pas en amélioration des retours pour les actionnaires ou en taxation pour le système de gonflement éternel financier américain, c'est juste produisez plus de semi-conducteurs, produisez plus de routes, produisez plus d'immeubles, produisez plus de bouffe, produisez plus de tout. Et ça, messieurs et mesdames, s'il y en a, ça n'a strictement rien à voir avec capitalisme contre communisme. Parce que dans le capitalisme, de base, l'idée c'était qu'il y ait de la concurrence, et c'était que l'État assure cette concurrence. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont sorti la concurrence au pétrole. Le pétrole est cher pour tout le monde. Ils ont sorti la concurrence au logiciel. Vous n'avez que Microsoft, que Google, que Facebook, et tous les concurrents ont été dégagés. Ils ont sorti la concurrence dans le médical. On va me dire, c'est pas vrai, il y a plusieurs compagnies. Moi, je doute très fortement qu'il y ait réellement des compagnies qui ne soient pas toutes en train de pomper leur pognon dans la bourse américaine. Et si on a une, à mon avis, elle a plus beaucoup de moyens. La finalité du jeu américain, ça a été de créer les conditions où tout le pognon leur venait à eux, sauf que, à terme, seulement 1% de la population a gagné tout le pognon, ce qui est déjà monté à 0,1, ce qui à terme montera à 0,01. Parce que tout est fait pour faire pression, pour que tout le monde devienne de fait un esclave et que eux deviennent les seuls riches. Et encore une fois, c'est un peu pour ça que j'étais autrefois beaucoup plus libéral et que je m'en suis fortement éloigné, c'est que les libéraux viennent vous dire, en fait, le problème, c'est les taxes. Oui, mais lesquelles? Les taxes du gouvernement français? Oui, pourquoi pas, oui. Mais le gouvernement français, quand il investit, lui, encore une fois, la DGA, l'armement, c'est un peu l'un des seuls trucs qui marchent. Quand il investissait dans le nucléaire, quand il investissait dans les autoroutes, les ports, les aéroports, d'ailleurs les ports français, je ne devrais pas les compter parce que c'est l'un des pires trucs dans ce pays. Enfin bon, je viens de dire les aéroports, et puis on a Roissy-Charles de Gaulle, quoi, je veux dire, bon, merde, vous m'aidez pas. Mais peu importe, il y a des aéroports qui sont bien en France. Il n'y a pas que Roissy, même si Roissy, c'est vraiment une pustule sur ce pays. Mais bref, vous avez une taxation d'État qui est monstrueuse et indéniable, mais qui a pour vocation de payer pour des trucs. La question c'est, où part l'investissement? C'est ça la vraie question. C'est pas le système, c'est pas le libéralisme contre le socialisme, c'est je vous donne 1 milliard, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'en fait l'État français? Il y aura tant dans les retraites, tant dans l'armement, tant dans la sécurité, tant dans les Arabes, tant dans tel ou tel investissement. Maintenant, vous donnez au privé, qu'est-ce qu'en fait le privé sous l'égide américaine? C'est, je vais donner tout le pognon à la bourse pour que la bourse puisse me prêter plein de pognon pour que je puisse éternellement m'endetter et pour que l'ensemble des actionnaires gagnent toujours plus d'argent, ce qui nous amènera encore plus d'actionnaires. C'est-à-dire que c'est littéralement une bulle où tu passes ton existence à faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'argent pour qu'il y ait toujours plus d'actionnaires qui ramèneront encore et toujours plus d'argent et que tous les autres soient asséchés. Eh ben, ça a asséché tout l'Occident. Les classes moyennes sont mortes, nous sommes tous devenus pauvres, et tout le pognon est parti à certains. Et vous regardez la Chine, ils ont dit, le logement, vous pouvez faire du profit mais pas trop cher, la technologie c'est pour tout le monde, le bien commun c'est ce qui compte, les médicaments sont pas trop chers, et ils sont en train de tataner tout le monde. Ils ont déjà commencé à faire plus de brevets médicaux que les Américains, alors que les Américains dépensent littéralement quelque chose comme 100 fois plus que les Chinois. Ils ont déjà dépassé les Américains en IA, alors qu'encore une fois, ils dépensent 100 fois plus que les Chinois. Ils ont déjà commencé à faire des voitures meilleures que nous. La question n'a jamais été quel est votre système de redistribution de l'argent. La question est, je vous donne 1 milliard, dans quoi est-ce que vous investissez? Qu'est-ce qui est une perte pure? Qu'est-ce qui est un vrai progrès? Qu'est-ce qui est une vraie production utile que des gens veulent utiliser? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le trou noir financier, c'est tout, à travers différentes taxes discrètes ou directes, doit partir dans les grandes entreprises, et toutes les grandes entreprises doivent foutre leur pognon dans la bourse américaine, et la bourse américaine doit soutenir le gouvernement américain. Bah c'est mafieux. C'est mafieux. C'est le mot. C'est, in fine, tout l'argent part dans quelques poches, et tout le reste devient très pauvre. Et c'est
ça le concept de trou noir financier. C'est, encore une fois, hein, ce que vous voulez pour une économie saine, c'est avoir à chaque génération 100 millions de types qui ont des idées, qui veulent lancer un projet, une entreprise, un concept, n'importe quoi. Et il faut que ceux qui ont des idées, ceux qui ont des concepts, ceux qui ont de l'ambition, puissent avoir du pognon. Venir dire que tout est de la faute de l'État français en France, socialiste, la vraie question c'est, pour moi en tout cas, c'est pas les taxes sont beaucoup trop fortes en France, c'est combien des taxes partent aux retraites, combien des taxes partent aux investissements, combien des taxes partent à quoi. Moi j'ai jamais été gêné de raquer pour que l'armée française soit pas une armée de merde. J'ai jamais été gêné de raquer pour un certain niveau de retraite. J'ai jamais été gêné de raquer pour X, Y, Z. Demandez-vous où part le pognon. Quand je regarde où part le pognon qu'on paye, et encore une fois, c'est peut-être pas vous qui payez directement, je veux dire, qui a payé son Windows récemment, j'imagine pas tant de temps que ça, pas tant de gens que ça, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez, elles ont payé combien pour leur Windows? Elles payent combien pour leur cloud? Elles payent combien pour Amazon? Elles payent combien pour XYZ? C'est ça la vraie question. Et remonter la filière du pognon ramène toujours à cette observation centrale dans mon bouquin et que je vous fais devant vous. L'Amérique a décrété que vu qu'elle n'avait plus les moyens de sa toute-puissance, il fallait taxer tout le monde. Ils l'ont fait en imprimant des dollars, oui, mais ils l'ont aussi fait en faisant en sorte que ces dollars fructifient. Et la meilleure fructification, c'était, dites aux Arabes de tout mettre dans les bons du trésor, dites à la bourse d'imprimer autant de pognon qu'ils veulent tant qu'ils nous prêtent de l'argent à côté, dites à X de toujours augmenter les prix, toujours taxer de plus en plus les gens, toujours appauvrir tout le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de classe moyenne, jusqu'à ce que tout l'argent arrive à la bourse et à terme nous revienne à nous. C'est ça le trou noir. C'est ça qui fait qu'on n'a plus d'argent. C'est ça qui fait qu'on n'a plus rien. Et voilà. Et voilà. Nous sommes littéralement taxés à mort. Et j'en ai pas parlé dans le détail dans le livre, parce que c'est par chapitre des années 70, chapitre des années 80, chapitre ceci, chapitre cela, mais il faut comprendre que de décennie en décennie, nous nous sommes fait taxer à mort. Et si je devais nommer d'ailleurs, entre guillemets, la taxe peut-être la plus récente pour vous faire un petit peu comprendre, ça serait quoi? Ça remonte à quoi? Semi-conducteur, c'est pas un très bon exemple. L'IA, ça n'a pas vraiment marché parce qu'on n'a plus de moyens. C'est vrai qu'on n'a plus de moyens depuis 2008. Quel est le dernier truc où ils nous ont fait lâcher tout, mais on s'en est pas rendu compte? Ah, c'est dingue. Je suis obligé de remonter tellement loin en arrière pour essayer de me rappeler de la dernière fois où on s'est fait voler. Bah, très simplement, en fait, si c'est l'IA, mais pas de la façon dont j'y pensais, c'est regarder un truc comme Mistral. C'est un très bon exemple. Vous prenez Mistral, Mistral IA, la compagnie française d'IA. Ils ont fait une très bonne IA. Et je suis sûr, vu que c'est des Français, qu'ils l'ont fait sur des moyens extrêmement limités. Parce qu'on n'a plus d'argent dans le pays, parce qu'on s'est fait tout taxer. Mais la finalité, c'est que Mistral va toujours perdre. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent à faire une IA d'excellence sur 10 millions d'euros, et que la France gagne, l'Amérique leur donnera deux options. La première, c'est, tu viens ramener ton IA en Amérique et t'en fais une compagnie américaine, et là, tu auras tout. Tu auras les monopoles, tu auras le soutien, tu deviendras citoyen américain, tu auras tout, et tu seras coté en bourse américaine, et absolument tout le pognon nous reviendra, d'une façon ou d'une autre. Tu auras un monopole total, exactement comme on a fait pour Microsoft, exactement comme on a fait pour le pétrole, exactement comme on fait pour BlackRock, qui achète, je vous le rappelle, des terres fermières absolument partout dans le monde. Oui, parce qu'il faut aussi vous taxer sur la nourriture. Et vous interdire de bouffer si un jour vous deviendriez désobéissant à l'empire du mal. Mais si jamais les mecs de Mistral gagnent, on leur dit tu deviens américain ou on te détruit. Et s'ils gagnent pas parce qu'ils sont qu'à 10 millions, bah, qu'est-ce qui se passera? Il se passera que l'équivalent américain, je sais pas, de ChatGPT, bah, ils en sont à quoi? 3 milliards? 3000 milliards? Franchement, j'ai oublié, les chiffres sont tellement délirants. Ouais, je crois que c'était ça, 3000 milliards.
3 trillion. Ok. Donc on a des gars qui pourraient faire des très bonnes IA européennes, qui les font, sur quelques dizaines de millions. Et on a des mecs en Amérique à qui on dit 3000 milliards, go. Ben voilà. Voilà comment Mistral se fera à terme bouffer. Voilà comment l'IA en France, l'IA en Europe finira, soit par option A, crever, option B, s'offrir à l'Amérique et les prix monteront en flèche parce qu'il faut toujours plus d'argent vers la bourse américaine. Et on leur donnera un monopole. Il n'y a pas d'option C, je pense. C'est tu crèves ou tu rapportes de l'argent à l'Empire. C'est tout. Ah si, il y a une option C. L'option C, c'est t'attends que les Chinois, qui ne sont pas dans ce système, finissent par te donner DeepSeek, une IA pas très chère qui dans l'ensemble fait très bien le travail parce que devinez quoi, les ingés chinois qui sont, on va dire que les ingés chinois sont à peu près du même niveau que les ingés français, on peut dire ça je pense. Donc, vous savez quoi, les ingés français ils devaient payer toutes les taxes, et les ingés chinois ils payaient pas particulièrement de taxes. La taxe du pétrole, ça, la Chine n'y échappe pas, mais il n'y a pas la taxe du logement, il n'y a pas la taxe du logiciel, ils ont leur propre truc, leur propre logiciel pas trop cher, les WPS qui remplacent les Word, ils ont fait leur propre système d'exploitation, ils vont faire leur propre semi-conducteur, là ça commence à s'installer. Du coup les Chinois sont capables d'engager 500 personnes pour faire DeepSeek, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'on les taxe pas tout le temps, et les Français sont capables d'engager 25. Et là on fait un combat à 25 contre 500, et tôt ou tard on va perdre. Et les Chinois nous regarderont de haut en nous disant vous les Européens, vous êtes juste de la merde à grande gueule, vous ne pouvez plus rien faire, la Chine est maîtresse de tout. Et les Américains perdront. Bah oui, hein. Vous, il vous reste 20% de ce que vous gagnez à la fin du mois, à cause de tout le système que je vous ai décrit. Les Américains, il leur reste 25%. C'est tout. Et puis à force que tout soit dirigé par des financiers, à force qu'il y ait toujours moins de décisionnaires et toujours moins de personnes avec de l'argent dans le système et que ça finisse toujours à quelques personnes qui sont elles-mêmes obsédées par l'argent et le profit, on finit avec quoi? On finit avec même les Américains qui vont finir par perdre, quoi. Le trou noir financier et le trou noir de l'investissement et du progrès. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.